présence. Et maintenant, place à notre première table ronde. Donc la première, je rappelle, c'est cadre public, frein de terrain et offensive réactionnaire. Alors, à la table, j'appelle, j'ai pas les noms de famille, donc tout le monde va s'appeler Dupont, Rosanne Dupont, Hélène Dupont, Nilo Dupont, Céline Dupont, et Emmanuel nous rejoindra après. J'invite les 4 personnes du coup à me rejoindre sur la scène. Merci. Super. Alors, on sera bientôt au complet, mais là on est bien là, non? On est pas mal installé là. Ça va? Parfait. Alors, avant de rentrer dans le vif du débat, moi ce que je propose c'est de faire un petit tour rapide de présentation pour que vous puissiez toutes et tous vous présenter. Je crois qu'on a un second micro, j'espère qu'il marche. Allô? Allô? Peut-être qu'il faut l'allumer. Allô? C'était ça. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Hélène Roger, je suis la directrice analyse et plaidoyer de SIDAction. Donc SIDAction, association de lutte contre le sida. Et certains vont peut-être se demander pourquoi est-ce qu'on est très impliqué sur les questions des VARS. Donc je le rappelle toujours, c'est parce que toutes les questions de consentement, de respect de son corps, du corps de l'autre, mais aussi de violences sexistes, sexuelles, discrimination, stigmatisation, sont des questions indispensables à traiter pour pouvoir ensuite intégrer des dispositifs de prévention et d'information sur les IST et le VIH. Donc voilà pourquoi on s'est beaucoup impliqué. Et aussi parce qu'on est une structure qui finance des organisations de terrain qui elles-mêmes mènent des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle et qui nous ont demandé de nous mobiliser sur cette question. Voilà, et très rapidement, les sujets sur lesquels on s'est mobilisé ces derniers temps, vous l'avez peut-être entendu, la première chose c'est un contentieux qu'on a mené avec SOS Homophobie et le planning familial. On a saisi le tribunal administratif pour non-application des cours des VARS, donc non-application par l'État. Et si vous n'avez pas vu cette bonne nouvelle, le 2 décembre dernier, le tribunal administratif a reconnu la carence fautive de l'État pour non-application de la loi. Donc ça, c'était une belle victoire, mais le tribunal administratif a considéré que la mise en place du programme des VARS permettait de mettre fin à cette carence fautive. Ce que nous, on conteste bien évidemment, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ça dans le viseur pour les discussions à venir. Et puis on s'est impliqué aussi sur une campagne sur le masculinisme, et surtout, je suis ici ce soir présente au titre du collectif, alors qui a changé de nom, faut pas que je me trompe, qui est le collectif pour le droit à l'EVARS. Donc c'est un collectif d'associations mais aussi de syndicats qui se mobilisent pour le droit à l'EVARS et qui a fait plein de recommandations à l'État pour ça. Trop chouette, merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Roselle Le Carboulec, je suis journaliste pour plusieurs médias, notamment Mediapart, Arrêt sur Image, La Déferlante et aujourd'hui principalement Basta. J'ai commencé à m'intéresser à l'EVARS notamment via un livre que j'ai publié en 2023 sur les 10 ans du mariage pour tous, où je suis revenue un petit peu sur la construction de cette panique morale depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Voilà. Bonjour, moi c'est Céline Calvez de Parents et Féministes. Parents et Féministes, c'est une asso relativement jeune. Elle a été créée en 2019 par des mères en postpartum qui se sont pris en plein fouet à quel point le sexisme est présent dans la société, non seulement sur les côtés gynécologiques, monogynécologiques, l'accueil de l'enfant, avec tout qui repose sur les mères. Bon, bref, elles ont donc créé cette association dans ce contexte-là. Et l'objectif de l'association, c'est pour une parentalité égalitaire et une enfance sans sexisme. Et sur le volet enfance sans sexisme, on a commencé par un travail pour chercher à relever dans tous les points où l'école peut véhiculer du sexisme, ce qui est documenté par les sciences sociales depuis une trentaine d'années. Et ça peut être documenté, ça ne bouge pas beaucoup. Mais une des façons de pouvoir faire bouger les choses, c'est justement de mettre en place réellement les VARS. Et donc sur l'asso, on a commencé vraiment à devenir plus visible sur le sujet quand le programme, on se demandait si ce programme allait finir par être réellement adopté et qu'il y a eu un
ministre, un de ces ministres de Macron, qui a repris les termes de l'extrême droite pour parler du programme Lévars. Il disait qu'il n'allait surtout pas être appliqué. Donc c'est là qu'on a commencé à devenir visible. Et une fois que ce programme a été adopté, on a commencé à réfléchir sur comment on va continuer à militer sur le sujet et notamment sur cette question des parents. Parce que dans tous les rapports qu'on peut lire sur l'éducation à la sexualité, qu'on appelle maintenant Lévars, les parents, mine de rien, ont un rôle central, doivent être aussi associés à ces séances. Donc on s'est dit que c'était sur ce point-là qu'on allait pouvoir avoir un plus par rapport à d'autres assos, parce qu'évidemment la première chose pour que le programme soit mis en place, la première chose auquel on pense, c'est les formations des profs, c'est que des moyens soient mis. Mais ça, il y a d'autres assos qui sont là et on s'est dit que l'intérêt de notre asso, c'était peut-être d'être vigilant sur ce côté parent. Et donc, j'en parlerai après de comment on n'est pas content. Super, merci beaucoup. Je vais passer le micro de la parole. Bonsoir, moi je m'appelle Nilou Capmes et je suis chargée de prévention et de formation pour le LAB, qui est la structure de prévention et de formation qui a été créée par En Avant Toutes. Et du coup, avec mes collègues, on fait des interventions de prévention, donc des VARS en fait, dans les classes à partir du CE2, en collège aussi et en lycée. Je vous détaillerai un petit peu plus tout à l'heure, mais on fait du coup des activités, plus de discussions, de débats, des choses très participatives autour des questions des relations entre les filles et les garçons, des violences sexistes et sexuelles. Et puis on fait également des formations professionnelles sur le sujet, notamment auprès des professionnels de l'éducation, des profs de collège, lycée, primaire, même dans le supérieur. Et du coup, je suis un petit peu là aussi pour apporter un peu à quoi ça ressemble les VARS sur le terrain et pour aussi réaffirmer le constat que les VARS elles viennent aussi qu'il y a vraiment un besoin de cette éducation-là qui est exprimée par les élèves et que nous, on voit aussi quand on intervient dans les classes. Bonsoir, moi je m'appelle Emmanuelle et je fais partie du collectif Nous Toutes. Nous Toutes avait en 2022 lancé une enquête auprès du grand public pour savoir de quelles séances effectivement bénéficiaient les élèves selon les niveaux. Et donc on a eu 10 000 répondants et ça a donné des statistiques assez dramatiques, à savoir grosso modo un peu moins de 15% des élèves bénéficiaient de quelques séances, mais pas de toutes les séances obligatoires, donc obligatoires depuis 2001. Et puis quand le programme des VARS a été discuté, un nouveau groupe de travail s'est créé pour pouvoir l'analyser et je vous en parlerai tout à l'heure dans le détail. Merci beaucoup pour ces présentations. On a du beau monde ce soir, on n'a pas déconné. Alors, première question que je voulais poser du coup à Roselle. Déjà, bonjour Roselle. Vous avez beaucoup travaillé et enquêté sur le sujet de l'EVARS. Un an après la nouvelle circulaire, quel est le grand constat de cette première année d'application ? Et qu'est-ce que vous avez constaté finalement ? Bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on peut constater dans un premier temps, c'est qu'il y a quand même, commencer par une note un peu positive, il y a beaucoup de bonne volonté de la part des personnels de l'éducation nationale pour appliquer ce nouveau programme qui est globalement plutôt bien reçu par les équipes. Néanmoins, et je pense que ça va être répété toute la soirée, on observe un manque criant de moyens pour appliquer ce nouveau programme, puisque en fait ce qui a été décidé par le ministère de l'Éducation nationale au moment de la diffusion du nouveau programme, c'était de prioriser la formation en interne des personnels de l'éducation nationale, de manière à ce que ces séances soient désormais plutôt assurées en interne. Alors au début, ça a été écrit de manière très claire dans une foire aux questions, où il était écrit noir sur blanc que les associations n'entraient plus dans le premier degré. Et finalement, dans la loi actuelle, c'est beaucoup plus flou, mais il n'empêche que ça a eu plusieurs conséquences.
La première, c'est que les séances aujourd'hui ne sont toujours pas assurées par manque de formation des personnels de l'éducation nationale, mais ça je pense que voilà, on va aussi largement en reparler. On assiste ensuite à une marginalisation des associations historiques et progressistes comme le planning familial. J'ai une collègue de Basta qui s'appelle Tiffaine Guéret qui a consacré une enquête au sujet il y a quelques mois. Donc non seulement ces associations perdent des financements dans les mairies, les nouvelles mairies d'extrême droite, mais pas que. Voilà, c'est une observation qu'on fait de manière beaucoup plus large aujourd'hui, mais en plus elles se voient privées d'intervention dans le premier degré. C'est le cas notamment en Isère, c'est le cas dans les Hauts-de-Seine, voilà, dans plusieurs endroits comme ça. C'est aussi le cas de plusieurs CIDFF qui sont confrontés à des ruptures de partenariat similaires. Conséquence, aujourd'hui, donc les personnels d'éducation nationale manquent de formation. Du coup, priorité est donnée parfois à l'auto-formation. Voilà, donc on fait du bricolage. Il y a un parcours qui est proposé sur la plateforme de l'éducation nationale dédiée à la formation continue, mais qui reste largement insuffisant aujourd'hui, et un accompagnement pédagogique sur Eduxol, mais qui est lui aussi insuffisant et incomplet. Du coup, voilà, on se retrouve avec du bricolage sur des supports externes, et certaines entreprises privées se faufilent là-dedans. Ils voient un business potentiel. Et du coup, j'ai consacré une enquête là-dessus aussi à Basta il y a quelques mois. On voit de plus en plus d'entreprises se développer pour proposer des outils clés en main à mettre à disposition des professeurs qui ne sont pas formés, de manière à leur offrir un support voilà, pour ces séances d'éducation à la sexualité. Et en fait, les abonnements à ces plateformes sont beaucoup moins chers que de financer la formation de tous les professionnels de l'éducation nationale, ou que de faire intervenir des associations, quand bien même ces associations en général demandent peu d'argent, puisqu'elles bénéficient, ils essaient de faire un montage financier pour payer ça aussi en partie avec des financements publics, etc. Et donc voilà, ça donne lieu à un constat final où la loi n'est toujours pas appliquée aujourd'hui en France. Merci beaucoup pour ces informations qui sont super éclairantes. Pour la suite, moi j'aimerais qu'on fasse un petit focus justement sur les chiffres du terrain et ce blocage institutionnel. Donc là, je vais m'adresser à Hélène. Le collectif pour une véritable éducation à la sexualité vient de mener une étude d'ampleur auprès de 6000 établissements. Est-ce que les chiffres confirment cet échec? Et puis, c'est quoi les blocages majeurs que vous avez identifiés? Alors effectivement, on vient de terminer la collecte des données, mais on n'a pas encore finalisé l'analyse, donc malheureusement je ne pourrais pas vous donner les chiffres, mais je vais vous donner les grandes tendances. Et c'est des tendances qui sont aussi complétées par les résultats qu'il y a eu d'une étude intéressante du collectif Éducation contre les LGBTI-phobies en milieu scolaire et universitaire, qui a fait une étude entre décembre et mars dernier. Et il faut savoir qu'il y a actuellement le ministre de l'Éducation nationale qui fait également une étude pour la mise en place des programmes d'EVAS. Donc, grosso modo, ce qu'on note comme tendance, c'est qu'il y a une reconnaissance de l'utilité globale du dispositif, mais comme on disait, un manque criant à la fois de stabilité et de cadre et de moyens pour la mise en œuvre de ces séances. Alors sur la réalisation des séances, il faut noter que les résultats sont très disparates en fonction des niveaux, en fonction du public, du privé, de la localisation. Et puis l'année n'est pas terminée, donc bien évidemment il y a encore des chiffres qui vont changer. Mais globalement, la grande majorité n'ont pas réalisé les 3 séances pour toutes les classes. Les raisons, en gros, c'est l'absence de personnel formé, le manque de temps et l'absence de personnel volontaire, ce qui est effectivement inquiétant. Les difficultés qui ont pu aussi émerger dans le contenu des séances. Donc je l'ai dit, il y a un flou dans le cadre avec des repères pas toujours très clairs sur les contenus et sur les modalités de réalisation de ces séances. Un malaise face aux thématiques sensibles, un manque de légitimité en fait des enseignants et du personnel pour aborder ces sujets avec des difficultés notamment sur la diversité culturelle, la crainte de la réaction des familles ou une forme d'autocensure de la part du personnel enseignant. Et puis
on est encore en train de regarder, mais en tout cas sur les contenus sensibles ou difficiles à aborder, peut-être aussi cette autocensure avec des dimensions qui sont moins abordées, comme par exemple l'IVG, l'identité de genre, et le recentrage sur des notions plus accessibles, on va dire, comme les émotions, le respect, les relations, sur lesquelles souvent les intervenants se sentent plus à l'aise. Sur la formation, on en a parlé et je pense que ça va être aussi un gros sujet. Ça reste un enjeu central. Elles sont effectivement insuffisantes en nombre et en durée. Souvent, le personnel est identifié, mais il y a des longues files d'attente en fait pour ces formations. Et parfois, la formation est reportée ou annulée sans possibilité d'y accéder. Et puis, l'enquête du collectif LGBT souligne une offre hétérogène, dispersée, non généralisée, des formats variés, avec des animations pédagogiques, des formations syndicales, des initiatives locales et des formations institutionnelles qui sont souvent trop théoriques et insuffisamment opérationnelles. Et donc globalement, en fait, les enseignants ne se sentent pas assez outillés, d'où la difficulté à aborder les sujets complexes. La place des associations, je vais pas y revenir, c'est vrai que Rosane en a parlé. Je rajouterais juste que par rapport à ce qu'elle a dit, il y a aussi une fragilisation extrêmement importante du secteur associatif en ce moment. C'est pas forcément le sujet ici, mais il faut savoir qu'il y a des atteintes aux libertés associatives et au financement des associations qui sont extrêmement forts, et ça rajoute une couche en plus à cette difficulté pour les associations d'investir les établissements. Et puis, quand même, quelque chose d'important, c'est des retours très positifs sur les améliorations constatées auprès des élèves, avec une amélioration dans les relations, dans le quotidien, une prise de conscience des inégalités, et puis des établissements qui constatent aussi une prise de conscience des violences subies ou connues sur d'autres personnes. Donc ça, c'est aussi des résultats qui sont à mettre en avant. Et donc globalement, et ça je le dis au nom du collectif, bien sûr, des budgets très insuffisants, sans moyens financiers dédiés, on ne va pas y arriver. Nous, on a chiffré à peu près 622 millions d'euros le montant nécessaire pour la mise en place de dispositifs, ce qui est équivalent à 52 € par élève et par an, ce qui n'est rien du tout face aux enjeux auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Je vais passer sur un autre sujet, plutôt sur la réalité vécue en classe et la posture d'en avant toute l'âme. Donc Lilo, toi qui es au cœur des classes pour le lab, dans le cœur de tes missions, face au constat qui a été fait et aux chiffres partagés, quelle est la réalité du terrain? Et qu'est-ce que les élèves expriment? Et à ton avis, pourquoi l'intervention d'une association externe change la donne par rapport à un enseignant? Oui, alors nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est évidemment qu'en fait, il y a vraiment besoin de ces séances débat. C'est vraiment une nécessité à tous les niveaux d'ailleurs. Dès la primaire, nous, on n'intervient pas, pour le moment pas en maternelle, mais dès la maternelle, il y en a besoin. Oui, en fait, ce besoin, on le voit à la fois dans ce que les élèves expriment, on le voit parce que les élèves ont, par exemple, un manque de connaissances sur beaucoup de sujets, notamment liés à l'IVARS, notamment, par exemple, sur des sujets de c'est quoi la sexualité, c'est quoi le corps par rapport à ça, et même voilà, sur des sujets de sexisme, de plutôt relations entre les filles et les garçons. On voit que il y a des énormes disparités en fait aussi en fonction des écoles, en fonction des villes, etc. où il va y avoir des élèves qui vont être assez sensibilisés, où on voit que très souvent leurs parents ou les profs par exemple se sont déjà saisis des sujets et ont déjà fait un peu une sensibilisation au quotidien sur ces sujets-là. Donc des élèves qui vont nous dire, qui vont spontanément parler du mot consentement, qui vont parler d'égalité, etc., de façon assez spontanée. Et on le voit aussi, même dans des établissements d'ailleurs où les élèves connaissent déjà un petit peu les mots, on voit aussi dans leur comportement qu'il y a un besoin énorme d'IVARS. Par exemple, quelque chose qui est assez frappant pour des personnes qui n'assistent pas, qui n'assistent jamais à ces types de séances, qui ne voient jamais une classe en entier, c'est que nous on les fait s'asseoir en U, donc vraiment on enlève toutes les tables, etc. Et dès qu'il y a une personne extérieure qui rentre dans la classe, elle est très étonnée de voir qu'en fait les garçons sont souvent d'un côté et les filles sont d'un côté. Ils se mélangent très très peu dans la plupart des classes. Donc ça représente vraiment le fait qu'il y a
surtout à partir du collège, il y a vraiment un fossé en fait entre les filles et les garçons qui se creuse. Donc vraiment besoin de parler des relations entre les filles et les garçons, parce que pourquoi est-ce qu'il y a ce fossé-là? Et nous, c'est ça qu'on vient faire justement dans les séances des bars, on n'est pas là pour leur faire un cours avec un PowerPoint sur l'égalité entre les filles et les garçons, sur l'égalité salariale, sur des choses comme ça fonctionnerait absolument pas avec des élèves de toute façon. Donc on fait vraiment une discussion avec eux, un débat, quelque chose de très ouvert. D'ailleurs, notre pédagogie est issue de l'éducation populaire, donc on parle vraiment en fait du quotidien des élèves et de leur vécu, de leurs paroles. Et du coup, ça permet de faire ressortir en fait les problématiques qui existent dans les relations entre les filles et les garçons. Et on parle de ça, et c'est pour ça en fait qu'il y a cette séparation-là. Et ça, c'est vrai que quand on parlait du manque de formation des profs, alors il y a déjà il y a des profs bien évidemment qui sont super. Nous on a rencontré des profs qui font déjà ce travail un peu de sensibilisation de leurs élèves vraiment au quotidien dans leurs cours, qui implémentent des moments où ils vont parler de ces sujets-là avec leurs élèves et qui le font très bien, qui sont très bienveillantes, etc. Et puis il y a aussi des profs qui ne savent pas comment parler, qui ne connaissent pas aussi le sujet eux-mêmes, et qui vont aussi avoir une posture avec leurs élèves qui en fait n'est pas vraiment efficace, dans le sens par exemple on a déjà vu des profs qui nous ont dit là les garçons et les filles sont complètement séparés, on va leur dire de se mélanger, on va les obliger à se mettre un garçon une fille et ça va régler le problème. En fait pas du tout, ça règle le problème vraiment en surface, et ça c'est aussi une spécificité de la prévention, c'est que en fait c'est un travail qui prend vraiment du temps, et où on ne peut pas c'est aussi pour ça que c'est un peu difficile de voir des résultats vraiment du programme EVARS, c'est qu'on ne peut pas avoir en une séance tous les élèves de la classe qui vont se dire j'ai très bien compris ce que c'était les violences, j'ai très bien compris que les filles et les garçons, voilà, il faut qu'ils soient égaux, etc. Et du coup, je vais plus rien faire de mal, etc. Conclure du coup, parce que je pense que ça fait un peu longtemps que je parle. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est vraiment un travail, c'est aussi une expertise en fait, c'est aussi pour ça que pour la question de c'est quoi la spécificité, c'est quoi les apports des assos par rapport à des profs, etc. En fait c'est parce que nous c'est notre métier, c'est ça qu'on fait tout le temps, et c'est pas du tout la même chose de parler, de faire un cours de français, un cours de maths, un cours d'histoire avec des élèves et de faire des séances de prévention. C'est pas la même posture, c'est pas le même cadre. Souvent d'ailleurs on a des profs qui sont étonnés, qui nous disent mais vous les laissez dire des choses comme ça, etc. Et nous en fait oui, on les laisse dire pour rebondir dessus, pour questionner, pour déconstruire les choses. Et ça les profs parfois ils sont un peu étonnés qu'on leur dise non, tu n'as pas le droit de dire ça, etc. Bref, donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Et dernière petite chose sur la formation des profs, parce que ça c'est super important. Non seulement il y a besoin de formation pour que les profs sachent comment faire les séances des VARS, mais nous ce qu'on voit et qui est vraiment un vrai problème dans nos interventions, c'est qu'il y a aussi besoin que les profs sachent comment gérer l'après-EVARS, c'est-à-dire très souvent les révélations de violence. Ça c'est un truc qui nous arrive assez fréquemment quand même en prévention, et qui est une bonne chose en fait, que les enfants et les ados se rendent compte que quelque chose qu'ils ont vécu, que leurs amis ont vécu, en fait c'est des violences, ce n'est pas normal. Et nous ce qu'on leur dit en séance, évidemment c'est parlez-en à un adulte, si ça vous arrive, il faut en parler, il faut chercher de l'aide. Et en fait, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des profs qui soit ne réagissent pas face à des situations de violence dont les élèves leur parlent, ne prennent pas du tout leur responsabilité d'adultes et de professionnels de l'éducation nationale, ou alors des profs qui réagissent très mal et qui vraiment culpabilisent les élèves, qui n'est pas du tout un accueil bienveillant et qui n'est pas aussi du tout une posture bienveillante dans leur quotidien en fait. Et ça, c'est vraiment aussi un gros manquement, et on a aussi besoin d'appuyer sur ça pour que vraiment le programme des VARS soit efficace et il atteigne ses objectifs. Tout à fait. Peut-être Milo. Peut-être en 30 secondes, si tu peux juste nous dire 2-3 mots sur les hésitations et les blocages peut-être qui proviennent d'élèves des fois en séance, très rapidement. Oui, pardon.
me suis un peu éloigné de ce qui avait été dit au départ. Oui, les élèves, en vrai, on voit vraiment qu'ils ont besoin de parler de ces sujets-là. Donc en général, il n'y a pas vraiment, ils sont plutôt enthousiastes. Mais on a pu déjà avoir quelques élèves qui sont qui soit boudent un peu dans leur coin, ne veulent pas en entendre parler. Ça peut arriver notamment sur des questions plus de sexualité, donc on aborde essentiellement avec des élèves de collège ou de lycée, qui est des élèves qui refusent complètement de participer, qui se bouchent les oreilles par exemple. On a déjà eu un élève de 5e qui nous a dit il ne faut pas parler on parlait en l'occurrence dans la discussion de violence sexuelle, il nous a dit il ne faut pas dire ça parce que sexuel c'est un gros mot, on n'a pas le droit d'en parler. Et ça, c'est des choses qu'on voit où en fait on se rend compte que ces élèves-là, c'est pas eux qui trouvent qu'ils devraient pas en parler, c'est vraiment leurs parents qui sont derrière et qui eux trouvent qu'il faudrait pas faire tout ça, mais les élèves en ont besoin. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des élèves de 6e ou 5e, je me souviens, qui nous avaient dit voilà, mais moi mes parents ils veulent pas du tout qu'on parle de ça, qui nous avaient demandé à ne pas faire les séances, qui les ont fait quand même. Qui, à la fin d'une séance, sont venus nous demander, toutes timides, de nous poser des questions sur des choses en lien avec les relations, en lien avec la sexualité. Donc en fait, ce besoin, il existe. Mais comme il y a une méconnaissance de ce que c'est que les VARS et la désinformation, etc., du coup, souvent, il y a les parents derrière qui vont en fait s'opposer à ça. Merci Milo. Merci beaucoup pour ces éléments super éclairants. On va passer à l'acte 2 avec ce Weed X-Files là, super chelou. Qui est plutôt concentré sur les offensives réactionnaires et la désinformation. Donc là, l'idée, c'est de se dire que, au-delà du manque de moyens, les VARS subissent une offensive politique majeure. Rosen, qui sont ces nouveaux acteurs conservateurs qui s'infiltrent dans les écoles et aussi, c'est quoi leur méthode ? Alors, d'abord, pour contextualiser un petit peu ça s'inscrit dans quelque chose, une offensive qui existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis maintenant une quinzaine d'années. On a eu une polémique autour des manuels de SVT, on a eu les ABCD de l'égalité, où à chaque fois, les questions de genre ont crispé notamment des mouvements catholiques réactionnaires, mais pas que. Donc on est vraiment dans le prolongement de ça aujourd'hui. Finalement, il n'y a rien de réellement nouveau. Les cibles et les sujets qui font polémique sont toujours les mêmes. On parle toujours de la prétendue théorie du genre, auquel s'ajoute maintenant le wokisme, etc. etc. La nouveauté, c'est que depuis 2013 notamment, se sont créées de très nombreuses associations conservatrices, pour la plupart catholiques, qui tentent de faire obstruction à l'application de ce nouveau programme. Certaines associations sont portées et soutenues par des partis politiques, typiquement Parents Vigilants de Reconquête, que je pense vous connaissez, mais il y en a plein d'autres, Maman Louve, et plein d'autres. Mais il y a aussi beaucoup d'associations conservatrices qui maintenant interviennent dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires privés hors contrat, bien sûr, mais aussi dans le privé sous contrat et aussi dans le public. Alors, dans le privé hors contrat, les associations qui interviennent n'ont pas besoin d'agrément spécifique. Donc c'est vraiment laissé au libre arbitre de la direction de l'établissement. En revanche, pour intervenir dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat, normalement, les associations doivent bénéficier soit d'un accord du chef de l'établissement et d'un agrément national ou académique. Et les critères d'obtention de cet agrément ne sont pas aussi restrictifs en fonction de s'il s'agit d'un agrément national ou académique. Et c'est loin d'être toujours le cas. Les associations, bien sûr, interviennent beaucoup sans agrément. Alors, les conséquences de ça, premièrement, c'est que chaque établissement fait un peu ce qu'il veut. C'est vraiment du cas par cas. Et ensuite, on a une multiplication d'associations anti-EVARS qui interviennent elles-mêmes en EVARS,
coup sous une forme, en appliquant clairement pas le programme officiel, et qui sont pour beaucoup financés par l'écosystème de Pierre-Édouard Stérin, milliardaire d'extrême droite qui clairement veut porter l'extrême droite au pouvoir. Il l'a dit encore il y a quelques jours en commission d'enquête au Sénat sur le financement de la vie publique. Avec une collègue qui s'appelle Pauline Ferrari, on avait fait une enquête pour la déferlante sur les associations conservatrices qui interviennent en Evars, et on s'est rendu compte, on a dû en comptabiliser une vingtaine à peu près, et sur la vingtaine, la moitié était financée par l'écosystème de Pierre-Édouard Stérin. Et par ailleurs, parmi elles, plusieurs bénéficiaient aussi de financement public. Alors, il y a des associations plus anciennes qui sont maintenant bien installées, comme Claire Amour et Famille, le programme Teen Star, qui prône l'abstinence sexuelle, la formation Grandir et Aimer des AFC, Cyclo-Show XY, et aussi plein d'autres un peu plus récentes, par exemple Comme Je t'aime, Atelier Carlatio qui intervient en Bretagne, We Are Lovers, qui est une association anti-porno, mais qui a été créée uniquement par des catholiques conservateurs proches de mouvements comme la Fondation Jérôme Lejeune, etc. ARP, Parlez-moi d'amour, les formations de Thérèse Argot, qui commence à être bien connue maintenant, qui a participé aux Manifs pour tous à l'époque. On a aussi des sociétés privées qui ne se contentent plus de proposer des supports, mais qui interviennent en Evars. Là-dessus, je vous renvoie à une enquête de ma collègue Fanny Marlier pour Mediapart sur la société Lift, qui est financée par ailleurs par, je crois, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui intervient dans de nombreux établissements scolaires. Et leur stratégie, du coup, c'est de s'immiscer dans les établissements scolaires avec un programme qui semble ressembler en tout point et appliquer le programme officiel, mais en réalité, sous couvert de parler d'amour, de relations durables, etc., omettent plein de points pourtant cruciaux dans le programme des VARS. Donc typiquement, les questions LGBT, l'identité de genre, les violences sexuelles et sexistes, les discriminations, la transidentité, on n'en parle même pas. Et d'ailleurs, dans le nouveau programme, il me semble que la transphobie n'est plus mentionnée. Ça a été une petite victoire des mouvements réactionnaires malgré tout. Et donc ça a aussi des effets collatéraux. Là-dessus, je vous renvoie à une enquête du Figaro. Parfois, le Figaro fait du bon travail. Moi, j'avais trouvé cette enquête assez intéressante qui montrait que, alors c'est le cas dans l'Ouest parisien, est-ce que c'est le cas ailleurs, je ne sais pas, mais que maintenant, cette application imposée du nouveau programme amenait les parents à inscrire leurs élèves dans des établissements privés hors contrat, justement pour éviter à leurs enfants ce programme officiel de l'éducation nationale jugé comme trop progressiste. Très intéressant. Merci beaucoup, Rosane. J'accélère un petit peu parce qu'en fait, on est assez en retard et on a encore plein de choses super intéressantes à se dire. Emmanuel, du côté de nous toutes, vous analysez de près ces dynamiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, quelles sont les tactiques de désinformation précises utilisées par ces groupes? Et puis, pourquoi ces arguments circulent aussi facilement? D'énormément d'aide et de soutien financier, donc tu en as parlé, Rosane. Du coup, ont des stratégies de communication qui sont très très efficaces, tant sur les réseaux sociaux qui sont complètement infiltrés, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, par ces associations, ces mouvements, que dans les médias. Et avec un soutien de l'Église catholique, des milieux traditionnels. Et en fait, leur technique, c'est quand même beaucoup d'agir sur la culpabilité, culpabiliser les parents, en leur expliquant que finalement, les parents sont quand même les premiers à devoir éduquer les enfants. C'est pas le rôle de l'école et qu'en tant que premiers éducateurs, ils devraient avoir un regard sur ce qu'on enseigne aux enfants. Donc ça crée une panique, c'est ce qu'on appelle des paniques morales. Certains parents qui ne sont pas suffisamment avertis et qui ne voient pas la différence entre un rôle d'éducateur et une idéologie anti-genre ou anti-choix,
vont aller après dans les établissements scolaires et râler quand un enseignant va vouloir dispenser un programme. Donc ça, c'est un premier point. Ces mouvements aussi axent beaucoup sur l'éducation à la sexualité, comme si on allait apprendre aux très jeunes enfants des actes sexuels, et font le lien avec la pornographie, en ignorant totalement les chiffres, à savoir que dès 9 ans, aujourd'hui, les enfants ont accès à la pornographie. Et enfin, donc, ces soutiens de partis politiques, en fait, on voit que ça rebondit aussi au-delà des établissements scolaires dans les institutions et dans les hémicycles à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce qui fait qu'effectivement, quand c'est repris par des députés conservateurs, eh bien, ça peut avoir un impact après sur ce qui est dispensé dans les classes très directement. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments. Maintenant, pour un petit peu boucler cette table ronde avec plutôt des éléments qui sont autour des actions à mener et des solutions, pour la dernière question, je vais m'adresser à Céline. Et là, j'aimerais bien qu'on se concentre un peu sur le rôle des parents, sur l'adultisme et la riposte des familles. Céline, face à ces groupes réac très bruyants, qui prétendent parler au nom de tous les parents, quelle est la position de l'association Parents et Féministes? Et puis, pourquoi le sujet, il est si politiquement bloqué, selon vous? Comme il vient d'être dit, les groupes, les opposants, ils sont organisés, ils sont financés, ils font du bruit, mais ils sont minoritaires. Il y a le sondage du HCE de 2025, 9 parents sur 10 soutiennent les VARS. Donc le discours qu'on a porté avec Parents et Féministes, c'est de porter le sujet dans les établissements, et notamment en tant que représentant des parents d'élèves, on est vraiment parfaitement dans notre rôle de poser ce sujet en conseil d'école, en conseil d'établissement, de demander ce qui est mis en place. Bon, déjà pour montrer qu'on est favorable, qu'on soutient, et pour pousser à ce que ce soit mis en place, mais aussi pour soutenir les équipes éducatives, parce que ce discours le fait que les profs ont peur de mettre en place les VARS parce qu'ils ont peur de la réaction des parents, c'est quelque chose qu'on entend depuis 2013, et l'échec des ABCD de l'égalité. Et donc les parents ont vraiment un intérêt d'aller en discuter pour soutenir les équipes éducatives et vraiment montrer que non, on sera là pour les soutenir. Mais en fait, on a eu tous les membres sur le sujet, on avait des difficultés à obtenir des informations sur ce qui est réellement mis en place. En fait, on est des parents gênants quand on vient poser ces questions. On n'arrive pas à interroger les équipes, les réponses sont floues, inexistantes, ils bottent en touche. En fait, on ressent une réticence à associer les parents, et nos demandes sont assimilées à un droit de regard des familles. On peut comprendre ce droit de regard, et c'est quelque chose qui est réclamé par les opposants. Mais nous, on n'est pas du tout là-dessus. On ne demande pas à se substituer aux équipes éducatives, mais en fait, les sujets abordés dans le cadre de l'EVARS, ils ne s'arrêtent pas aux portes de l'établissement. On parle d'émotions, de relations, de consentement, stéréotypes, violences, discrimination, des sujets qui traversent aussi les familles. Et dans l'idéal, les conversations qui sont commencées à l'école, on devrait pouvoir les reprendre. En fait, les familles devraient pouvoir continuer d'en discuter. Je note ce qu'a dit Milo tout à l'heure, que les profs, ils ont besoin d'avoir des formations pour avoir les postures correctes, ils ont besoin d'avoir des formations pour gérer l'après-VARS. Mais en fait, les parents, c'est pareil. En fait, si on se situe dans un monde idéal, on a des parents qui ont des formations, qui ont eu des informations, qui ont eu des brochures pour avoir les capacités d'en parler. Par exemple, il y a des brochures qui sont sorties au fur et à mesure de l'année. Elles n'étaient pas prêtes pour l'application du programme, mais il y a des brochures qui sont sorties au fur et à mesure de l'année pour les profs. Elles sont assez bien faites, elles décrivent vraiment ce qu'est le programme, les activités qui peuvent être mises en place. On aurait complètement pu imaginer la même chose, mais pour les parents. Nous aussi, on a besoin de comprendre ce que ça veut, de ne pas s'opposer. Vous disiez tout à l'heure, les profs, ils sont offusqués qu'on puisse laisser dire ces phrases. Mais en fait, à l'intérieur des familles, c'est la même chose. On devrait avoir la capacité de pouvoir discuter comme ça avec nos enfants, aborder ces sujets. Et on voit bien qu'il y a aucune volonté politique pour que ce soit fait, pour arriver à ça, pour avoir des parents qui sont capables d'accompagner les VARS. Et en fait, par exemple, cette idée que les profs sont réticents, ont peur de la réaction des parents, donc je le replaçais sur 2013, l'échec des ABCD de l'égalité. Donc en fait, c'est un constat qui a 10 ans, et il n'y a rien qui est fait. Les pouvoirs publics pourraient prendre en charge ça, pourraient décider
de communiquer sur les VARS. Mais vraiment, pour nous, là, c'est un des signes qui montre qu'il y a zéro volonté politique pour que ce programme soit bel et bien mis en place, qu'il puisse qui puisse réellement impliquer les enfants, que les enfants puissent... C'est pas une séance ponctuelle, c'est quelque chose qui pourra être mis dans le temps. Pardon, je n'ai pas trop l'habitude de parler à l'oral, donc je suis beaucoup mon texte, et bon, je pense que je vais passer sur ma deuxième partie. Pourquoi les VARS restent difficiles à mettre en œuvre? On a pensé au manque de moyens, de formation, de temps, de pilotage, on n'en a pas parlé, mais le pilotage aussi, il n'y a rien. Donc ces facteurs existent, mais j'aimerais proposer une autre hypothèse, c'est que si les VARS... Excusez-moi, il nous reste combien de temps? Il nous reste 5 petites minutes, je suis désolée, on a dit plein de choses, mais je vous laisse dérouler, du coup. Ouais. Parce que si les VARS n'est pas appliqué 25 ans après la loi de 2021, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un droit des enfants. En fait, le droit de disposer de son corps, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit d'être protégé contre les violences. Être informé de ses droits aide à se construire, à faire ses propres choix, à respecter ceux des autres. Et on est dans une société qui a du mal à considérer les droits des enfants comme des véritables droits. Leurs besoins, leurs paroles, leurs droits à la formation sont relativisés. Et lorsque les VARS n'est pas mis en œuvre, c'est pas un programme qui prend du retard, c'est pas seulement un programme qui prend du retard, c'est aussi des droits qui ne sont pas garantis. Des droits qui sont reconnus par la Convention internationale des droits de l'homme, mais aussi par plusieurs textes internationaux relatifs aux droits humains. Et en fait, cette idée que les droits des enfants ne sont pas respectés, ça nous oblige à réfléchir à une notion, l'adultisme. En vrai dire, je pose le terme d'adultisme, mais à l'intérieur de l'asso, c'est des sujets il y a plusieurs termes qui circulent, c'est des notions qui sont nouvelles, mais en fait, il s'agit de réfléchir à notre position d'adulte, et de la même façon qu'on a été capable de voir qu'il y avait des discriminations dues au sexisme, dues à l'homophobie, dues au racisme. On a beaucoup parlé de mettre les lunettes du sexisme, et une fois qu'on avait mis les lunettes du sexisme, c'était fou à quel point on voyait à quel point le sexisme était présent dans plein d'endroits de la société. Et ben en fait, c'est un peu la même chose, complètement la même chose, si on pose les lunettes de l'adultisme. En fait, c'est impressionnant à quel point les enfants sont dominés à plein de points de vue. Et donc ces derniers jours, on a beaucoup entendu que les enfants n'étaient pas attendus. Mais en fait, même quand ils sont entendus, même quand dans les cas où ils sont entendus, il ne se passe rien ensuite. Et même quand il est question de violence sexuelle. Et par exemple, il y a le film de Michael Jackson qui, malgré les accusations et les éléments connus et sur les violences commises sur des mineurs, beaucoup préfèrent détourner le regard, et le film a un immense succès. C'est le biopic le plus vu en France. En fait, les violences que subissent les enfants, elles ne sont pas prises en compte, et les VARS, c'est une façon de travailler sur ce continuum des violences. C'est vraiment pas... Je sais que les VARS, c'est souvent présenté sur travailler sur les violences, permettre de réduire les violences sexistes et sexuelles que subissent les enfants, mais en fait, c'est vraiment présenté à juste un petit point, parce que c'est vraiment tout l'ensemble des violences que peuvent subir, le continuum des discriminations que subissent les enfants qui mènent, dont l'exemple les plus graves sont les meurtres d'enfants et les viols, l'inceste qu'ils peuvent subir à l'intérieur de leur famille. Merci beaucoup. C'était très juste. J'aurais aimé qu'on puisse en entendre plus, mais c'était déjà des éléments super éclairants et super forts. Je vois des têtes qui hochent dans la salle, donc c'est bien. C'est top. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions, Maestro? Yes, magnifique. Alors, on va vous faire tourner le micro de la parole, celui dans lequel j'ai parlé pendant 1 heure, donc profitez de ce privilège, pour prendre quelques questions. 2, ça sera très bien. Voilà, Myriam, donc je voulais poser une question par rapport aux parents, justement. Est-ce qu'il y a des ateliers parents-enfants qui sont organisés par rapport à les VARS, justement pour montrer aux parents qu'il n'y a rien de grave, en fait, de parler des VARS? À ma connaissance, non, il n'y en a pas, mais il y a peut-être des assos localement qui organisent ça, mais
Ça, c'est typiquement ce qui est proposé dans tous les rapports autour de l'éducation à la sexualité et les chapitres parents. Ce qui devrait être mis en place, c'est des ateliers, des cafés des parents, des endroits dans lesquels on peut discuter comment se déroule une séance d'EVAR. C'est laisser les enfants parler et les amener à discuter de certains thèmes, à conduire un peu la conversation. Mais on aurait besoin aussi de ça, les parents. Mais à ma connaissance, non, ça n'existe pas. Juste pour compléter là-dessus, à ma connaissance, il n'y a pas trop d'associations progressistes qui font ça. En revanche, les associations conservatrices le font. Il y a énormément de rencontres d'ateliers parents-enfants organisés par plein d'associations catholiques, notamment le réseau des parents qui est très implanté dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, je crois. La Maison des familles aussi, notamment, qui est implantée dans plusieurs villes de France. Voilà, donc il en existe, mais peut-être pas avec la connotation politique qu'on aimerait. Oui, nous on essaye un petit peu de rencontrer les parents. Ça nous est déjà arrivé de rencontrer des parents dans des écoles dans lesquelles on allait faire des programmes d'intervention un petit peu longs. C'est pas forcément facile de les attendre parce que forcément c'est des parents, ils ont une vie, ils ont des enfants, ils ont beaucoup de choses à faire. C'est pas forcément facile du coup de réussir à réunir des parents pour leur en parler. Mais en tout cas, les fois où on l'a fait, ça s'est très bien passé en fait, et les parents en effet, dès qu'on leur montre voilà c'est ça dont on va leur parler, dès qu'ils peuvent nous poser des questions, ils sont extrêmement rassurés, et en fait ils sont pas du tout dans une posture en opposition ou quoi. Et il y a aussi quand même le truc que c'est d'autant plus difficile d'atteindre les parents qui sont réfractaires, justement parce qu'en fait ils ne pourront pas venir nous voir ces parents-là, mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. Est-ce qu'il y a une deuxième question, rapidement, genre une question express du type « ça va ?» Je vais essayer de faire vite. J'ai une question pour Milo, principalement. Une fois arrivé, à la fin, pour une personne qui ferait tout son cursus scolaire jusqu'à l'université, une fois arrivé à l'université, qu'est-ce que serait là, le bagage actuel des EVARS pour un jeune étudiant ou étudiante, et comment l'université peut prendre le relais? Aujourd'hui, comment ça se passerait? Dans l'absolu, si tous les VARS avaient été faits Aujourd'hui, et comment progressivement ça peut s'améliorer? Ok. Alors aujourd'hui, déjà, souvent, quand on intervient aussi dans les universités, et quand on le fait, on leur demande est-ce que vous avez déjà eu des séances d'éducation à la vie relationnelle, etc. Et la plupart ne répondent pas. Donc la plupart n'en ont pas eu, malheureusement. Donc déjà aujourd'hui, en plus on le voit très bien, hein, les étudiants et étudiantes, en plus les étudiants et étudiantes ont l'impression d'être sensibilisés, de très bien connaître le sujet, et que le sexisme c'est un truc de vieux, etc. En réalité, absolument pas, hein, vraiment, c'est pas du tout le cas. Ils ont aussi des stéréotypes bien ancrés, et il y a beaucoup de violences sexuelles dans l'enseignement supérieur, comme on le sait. En fait, dans l'absolu, en soi, si les programmes des VARS étaient très bien appliqués, ce seraient des personnes qui sauraient repérer les situations de violence sexuelle, qui sauraient repérer les stéréotypes, qui sauraient comment lutter contre tout ça, comment se protéger, comment protéger les autres. Et malheureusement, c'est pas le cas encore, même si ça évolue quand même, hein, en termes de sensibilisation, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'étudiantes surtout, parce qu'on sait aussi qu'il y a notamment à travers les réseaux sociaux et beaucoup de choses comme ça, il y a aussi quand même une différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là, mais il y a beaucoup d'étudiantes notamment qui quand même connaissent le sujet. Merci beaucoup, c'est la fin de cette première table ronde. Bienvenue pour cette seconde table ronde. Je suis Aurélie Da Silva, la directrice du développement et du mécénat chez En Avant Toutes. Je suis heureuse d'animer cet échange avec mes invités. Alors après ce bilan est un retour sur l'application des VARS de cette dernière année, on va parler d'un autre enjeu crucial qui est celui de la sensibilisation, et notamment la sensibilisation en ligne. Je crois qu'il vous manque des petits documents, c'est ça, les petits supports, ils étaient où? Je ne sais pas si, est-ce qu'on peut transmettre de quoi suivre éventuellement pour que ça fluidifie les échanges, si c'est bon pour toi?
Alors on le sait aujourd'hui, les réseaux sociaux et les outils numériques sont saturés de fake news, de discrimination, de stéréotypes de genre, avec une influence masculiniste forte, surtout chez les garçons. Chez En Avant Toutes, on le voit au quotidien. Pourquoi ? Parce que le numérique, c'est notre terrain principal, à travers notamment nos dispositifs d'écoute et de chat, comme onsem.fr, et nos comptes sur les réseaux sociaux. Face à la désinformation, il y a une urgence absolue, occuper l'espace et diffuser des messages positifs et fiables. Alors, comment inverser la tendance ? Comment investir le terrain numérique pour proposer de nouveaux récits ? On va faire un tour rapide de table pour vous présenter chacun, chacune, rapidement, et puis après on pourra attaquer. Kitri, on peut commencer par toi. Allons-y. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Kitri Chatefaux, je suis formatrice sur les questions de diversité et notamment les questions de genre et prévention de violences de genre. Et puis je vais parler à qui veut bien m'entendre. Donc je vais en entreprise, mais je vais aussi dans le milieu étudiant et dans le milieu scolaire. Et je suis aussi notamment l'autrice et l'animatrice d'un podcast qui s'appelle La Chose Étrange, qui est un podcast justement d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les ados et jeunes adultes. Donc ils ont entre 15 et 22 ans. Et on parle de tous ces sujets intimes à chaque fois avec 4 jeunes qui viennent à chaque épisode. Charline Vermont, moi je suis formatrice en santé sexuelle, je suis sexothérapeute et autrice de livres. J'anime également la page Instagram Orgasme et moi. Et je remercie vraiment En Avant Toutes pour l'organisation de cette table ronde nécessaire. Merci de nous réunir et de nous aider à faire avancer les choses. Bonsoir à toutes et tous. Moi je m'appelle Mouhamadou et je suis enseignant, voilà, professeur des écoles, dans le premier degré avec des élèves de maternelle et d'élémentaire. 3 ans jusqu'à 11-12 ans à peu près. Petite section jusqu'au CM. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Merci pour cette occasion. On est ravis. Alors, on va, Kitri, pour ouvrir cette table ronde. Dans ton podcast La Chose Étrange, tu tends le micro aux adolescents et aux jeunes pour les écouter, parler de leur vie, de leur intimité, de leurs doutes aussi. C'est un terrain d'observation super riche. Est-ce que d'abord tu peux nous présenter rapidement ce projet et surtout, qu'est-ce que tu observes toi aujourd'hui chez les jeunes garçons notamment que tu rencontres ? On entend beaucoup parler d'un phénomène qu'on va appeler la manosphère. Et là-dessus, concrètement, de quoi s'agit-il et comment ces discours masculinistes ils s'engouffrent un peu dans les doutes de nos jeunes ? Voilà, je te laisse. Alors, plein de questions, je vais essayer d'être synthétique. Donc, effectivement, La Chose Étrange, moi je l'ai créée parce que je voulais créer des espaces de discussion pour les jeunes et les ados, où on pouvait parler de ces questions-là, d'intimité, de sexualité, d'identité, de genre, de toutes ces questions-là, de façon complètement safe, apaisée, sans jugement. Et notamment avec les ados et les jeunes, parce que ça fait partie de cette population qui ont une voix et une parole qui est évidemment silenciée, peu écoutée, peu d'espace de discussion, et l'actualité nous le rappelle de façon récurrente. Et donc voilà, chaque épisode on a un enregistrement d'1h30 à peu près avec 4 jeunes et on aborde une thématique. Donc sur YouTube vous avez la conversation entière d'1h30 et puis sur les plateformes d'écoute plutôt 45 minutes. Et ce que j'observe notamment chez les jeunes garçons, en fait c'est intéressant parce que moi j'ai une sorte de biais de recrutement en fait dans les jeunes qui viennent participer, parce que force est de constater que j'ai beaucoup plus de facilité à recruter des jeunes filles et des jeunes personnes de la communauté LGBT. Alors j'ai évidemment des hypothèses là-dessus, il y a toujours des jeunes garçons cis hétéros qui viennent et qui participent, mais il faut que j'aille les chercher quand même un peu plus fort. Il y a pour moi il y a plein d'hypothèses, mais la première déjà c'est que les jeunes filles et les personnes LGBT c'est évidemment les personnes qui subissent le plus les violences, notamment les violences en ligne. Il y a une étude du centre Hubertine Auclair qui est sortie à fin d'année dernière justement qui montrait des chiffres comme quoi justement être une jeune fille c'est être cyberharcelé 65% de plus, donc avoir 65% de plus de chance, de malchance d'être cyberharcelé. Et quand on est de la communauté LGBT, c'est encore 2 fois plus.
Donc forcément, ces personnes-là, elles savent la violence, elles savent le coût de la parole, mais elles savent aussi la puissance de la parole et la nécessité d'aborder toutes ces questions de vie intime. Donc elles viennent pour transmettre. Et en regard de ça, les jeunes garçons, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de peur d'intervenir, beaucoup plus de peur d'aller dans ces questions de vulnérabilité, parce que c'est extrêmement vulnérabilisant de parler de ces questions-là, parce que ça leur demande de tomber le masque social qu'on leur a appris à avoir. Et pourtant, c'est formidable quand ils le déposent, et je pense notamment à un épisode, on avait fait un épisode sur les garçons, les mecs parlent-ils de cul et d'amour entre eux, et ça avait été assez formidable comme discussion. Donc voilà, il y a ces deux éléments-là. Et puis après, sur la question de la manosphère, qui n'est pas une petite question, je vais quand même essayer de la résumer. Bon, la manosphère, c'est tout simplement toutes les communautés en ligne qui sont réunies, toutes les communautés masculinistes qui sont réunies en ligne. Donc il y a évidemment plusieurs courants, il y en a plein, avec des messages différents. Donc vous avez peut-être entendu des termes comme Red Pill, comme les incels, comme les mectos. Donc tout ça, c'est plein de courants différents au sein des masculinistes et qui s'organisent de façon très puissante sur les réseaux sociaux pour transmettre des idées. Évidemment des idées complètement réactionnaires qui partent du principe que en fait, le monde, le pouvoir a déjà basculé, et donc les femmes ont le pouvoir dans notre société aujourd'hui, et les hommes en sont donc des victimes. Et donc il faudrait revenir à une organisation qui remette un peu tout le monde à sa place, les hommes à leur place, les femmes à leur place, avec évidemment une domination des hommes sur les femmes. Et pourquoi ça fonctionne si bien en ce moment ? Déjà parce qu'ils sont très organisés et qu'ils le font très bien. Mais effectivement, parce que justement, je parlais de la vulnérabilité des hommes et des jeunes garçons, ils se servent en fait des vulnérabilités des hommes pour aller leur donner des réponses qui sont évidemment simplistes. Donc ils essaient d'apporter des réponses simplistes à des questions extrêmement complexes, puisque les questions des VARS sont des questions complexes, avec de la nuance, avec plein de choses à étayer. Et donc les grands thèmes, ça va être justement, ils se servent de ces vulnérabilités. Donc dans les vulnérabilités, il y a le taux de suicide des hommes, il y a la difficulté à relationner ou à entrer dans une sexualité, il y a les difficultés dans des divorces et donc dans la garde des enfants. Donc ils se servent il y a plein d'autres thématiques, et c'est vrai que c'est des thématiques qui touchent beaucoup les jeunes, à part le divorce. Et surtout les jeunes, rappelons-nous de notre adolescence, c'est évidemment une période qui est extrêmement vulnérabilisante, où on a plein de questions sur notre identité, on a un besoin d'appartenance très fort, donc c'est là où les questions de genre sont très fortes, et parfois justement, Nilo le disait tout à l'heure, il y a une scission garçon-fille qui se fait parce qu'on est un peu plus à avoir tendance à se conformer aux attentes de genre. Et donc, les contenus masculinistes marchent très très bien sur les jeunes et entraînent vachement de polarisation, justement, entre les garçons et les filles à cet âge-là. Merci. Je crois que Charline, tu voulais réagir rapidement. C'est hyper bien, merci pour ce résumé super bien fisté. Et je voulais juste aussi insister pour faire le lien avec la conférence précédente, où on se demandait quel était le rôle des parents, le rôle des profs, etc. Et la légitimité dont chacun doute, est-ce que c'est mon rôle, est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai la bonne posture ? Et finalement, pendant que nous, parents, et également les profs, tout le monde se demande si c'est notre classe, si on est légitime à intervenir, si on le fait correctement, et voilà, qu'on se remet en question en permanence, les masculinistes, en tout cas sur les réseaux, ne se posent aucune question, foncent, et quelque part, c'est comme si on leur laissait un champ libre, finalement en hésitant et en tergiversant, et on leur a laissé le champ libre. Or la nature a horreur du vide, ils se sont précipités dans une faille sociétale monumentale. Donc aujourd'hui on est sur une course contre la montre, en tout cas c'est mon ressenti. Oui, très intéressant effectivement. Et là-dessus, je voulais voir avec toi Mohamedou, tu es enseignant auprès d'élèves de primaire. Et à cet âge-là, on n'a pas encore de téléphone. Pour autant, on est très exposé aux écrans et aux contenus numériques, que ce soit via l'entourage, la famille, les proches. Est-ce que là-dessus, tu as des remarques autour justement de des stéréotypes de genre, des barrières, des frictions entre filles et garçons, ou même du vocabulaire des réseaux sociaux qui s'invitent déjà dans tes classes ou même dans tes cours de récréation ?
C'est-à-dire, est-ce que c'est un constat que toi, là, tu vas observer aussi dans ta pratique? Ma réponse va être extrêmement décevante, mais non, pas encore. Par contre, petite précision tout de même, les élèves ont de plus en plus tôt accès à des téléphones portables. C'est-à-dire que même des élèves de CM1, CM2, assez régulièrement, ont des téléphones portables individuels. Moi, je le vois à l'école, à la sortie de l'école. Et ces téléphones peuvent être l'occasion d'échanges de vidéos, de contenus de tout genre. J'en ai déjà vu, des contenus pornographiques notamment. Oui, et c'est pour ça qu'on parle aussi notamment de l'infiltration de cette culture Internet. Donc si on y a accès de plus en plus tôt avec un téléphone là-dessus, est-ce que c'est des choses où vraiment tu vas être à l'écart de tout ça, ou tu as quand même des échos et tu sens un mouvement notable? Si vous voulez, moi ça fait 10 ans que je suis enseignant maintenant, donc j'ai cru voir une espèce de démocratisation, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a 10 ans, les élèves même de CM1, CM2 avaient moins, je crois, l'outil numérique entre les mains, avaient moins de téléphone, et aujourd'hui ça a tendance à s'inverser un tout petit peu, donc forcément ils ont de plus en plus accès, ou en tout cas des facilités à avoir accès à ces contenus-là. C'est en tout cas mon expérience qui parle, j'ai pas d'études, de chiffres pour étayer ça, mais c'est mon sentiment. Et justement, quand tu disais cette réponse, que c'était quelque chose que tu remarquais pas au sein de ta classe, c'est peut-être aussi, au vu de ta pratique et de ce que toi tu arrives à mettre en place, et là-dessus, quel est le rôle un peu de l'observation, de la détection? Enfin, c'est peut-être des pratiques que tu mets en place et qui permettent justement de ne pas te retrouver avec des classes où vont justement circuler des messages ou des attitudes qui peuvent être problématiques. C'est un peu délicat, hein. C'est comme ce que disait tout à l'heure, je crois, Nilo, autant pour moi. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine en fait. Lorsque on entend certaines choses, lorsqu'on est témoin de certaines attitudes, arriver avec une posture, j'ai envie de dire, presque policière, je ne crois pas que ce soit la bonne attitude à adopter. C'est-à-dire qu'il faut écouter, il faut échanger, il ne faut pas culpabiliser, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à ces âges-là qui sont de l'ordre de la curiosité. Voilà, parfois ils entendent certaines choses et ils les répètent, parfois ils sont juste curieux et ils disent ou ils font, à la faveur de jeux qui peuvent nous apparaître à nous adultes, assez enfantins et presque stupides, mais qui sont l'occasion de découverte pour les enfants. Cette semaine, j'ai des enfants qui jouaient à Cap ou pas Cap, par exemple. Et je vous la fais bref, mais on s'est retrouvé avec un enfant qui montrait ses parties intimes à d'autres camarades. Donc voilà, maintenant comment est-ce qu'on agit dans ces cas-là? Est-ce qu'on réprimande à l'aune de sa propre culture, j'ai envie de dire, en tant qu'adulte, en disant voilà, moi j'ai ce rôle-là, attention, c'est quelque chose d'absolument interdit, tu peux pas. Ou est-ce qu'on essaie de comprendre pourquoi? Est-ce que tu as fait ça? Pourquoi? Parmi toutes les options de cap ou pas cap, c'est ça qui t'est venu à l'esprit. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Je crois que c'est un peu plus intéressant et ça culpabilise un tout petit peu. Parce qu'on est à l'endroit justement à l'école où on peut accueillir, on est censé en tout cas accueillir ce genre de paroles, essayer de déconstruire lorsqu'on peut, et surtout essayer d'accompagner, parce qu'ils grandissent aussi avec nous en fait. Moi, je le prends un peu comme ça, c'est des occasions d'aborder ces thématiques-là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, enfin on l'a entendu sur la table ronde précédente, on n'est pas forcément outillé au niveau d'institution en termes de support, en termes de personnel pour pouvoir aborder ces thématiques-là. Merci. Et évidemment, ce que tu décris, ça montre bien à quel point la réalité du terrain elle devance un peu toutes les théories et qu'elle s'inscrit sur un temps très long. Là-dessus, Charline, tu as récemment publié un post très fort sur Instagram intitulé « Comment éduquer son fils ?» qui, tu nous l'as dit, a fait énormément réagir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre la parole sur ce sujet précis et en ce moment ? Quel constat tu poses sur ce que vivent les garçons en ligne notamment, et le lien sur parce qu'on peut retrouver à l'école dans des situations comme celle que vient d'évoquer Mohamedou? Beaucoup de questions. En fait, moi je pense que j'ai une angoisse. Je pense que depuis que j'ai vu que j'avais un enfant, un garçon, et que tu grandis en t'éduquant au féminisme et que tu mets ces fameuses lunettes et que tu écoutes aussi toutes ces personnes victimes de violences. Et je rappelle que 94 à 97% des auteurs de violences, selon les études, sont des hommes.
Et donc tu es là en train de dire ok, alors maintenant je fais comment en fait pour que mon homme ne fasse pas partie des stats d'agresseurs. Et je pense pouvoir sans m'avancer, je pense que la plupart des personnes qui ont des fils ou des garçons se sont reconnues dans cette angoisse et il y a un podcast qui s'appelle Pas mes fils et en vrai je pense que ça traduit une angoisse de toute personne qui espère. Et en fait juste, je me suis excusée auprès de mon enfant il y a 1 an parce que j'ai réalisé sur une dédicace, il y a une personne qui me dit, je me souviens plus du prénom, on va dire Maël, est-ce que vous pouvez le dédicacer pour Maël afin qu'il devienne un homme capable? Et j'ai regardé la personne, j'ai dit waouh, c'est trop beau cette expression. En fait, est-ce que vous m'autorisez la faire mienne parce que moi, je suis tellement angoissée par ça que je l'exprime de manière négative à mon enfant. Et je me suis occupée, parce que je lui dis, le pauvre, je lui dis tous les jours, j'espère que tu ne deviendras pas un crevard. Et c'est honteux de parler comme ça à son enfant. Donc en fait, je me suis excusée auprès de mon enfant et du coup, il connaissait sa leçon. Hein. Je lui disais, c'est quoi un crevard? Ne faites pas ça chez vous. À ne pas reproduire. Ouais, elle me dit, c'est quelqu'un d'égoïste et flemmard. Voilà, donc pour moi, c'était mon immense angoisse, c'était de ne pas faire grandir un crevard. Donc ça, maintenant, on est passé positivement, c'est beaucoup mieux, j'espère que tu deviendras un homme capable. Effectivement, l'entrée au collège de mon enfant cette année a été un moment de bascule, parce que du coup, je pense qu'il a ces fameuses lunettes, et donc tous les jours... Alors ça s'est passé comment à l'école? Alors machin indique que, donc en fait, les grandes conversations de retour d'école se sont transformées en... tout ce qu'il me raconte avec ses prismes, et machin, il a été raciste, et il a dit un truc raciste, il faut aussi faire la différence entre une personne et des actes et comportements. Et en fait, tout ça, ça m'a donné envie de faire ce post, puis quand même, l'actualité a vraiment remis, c'est horrible qu'il faille des événements aussi dramatiques pour que tout le monde se dise « Ah oui, l'éducation, la prévention, c'est important ». Donc là, j'avoue, comme il y a beaucoup plus de parents, il y a toujours des parents qui me disent « J'ai un fils, je sais pas c'est quoi les tuyaux pour bien l'élever ». Là, c'est devenu énormément. Alors j'ai répondu « Je n'ai pas la réponse, j'ai pas le mode d'emploi ». Par contre, je pense qu'on peut collectivement mener une réflexion sous le post en commentaire. Venez, on met tout ce qu'on a essayé de mettre en place en commun, et avec toute cette ce corpus, j'espère qu'on arrivera à faire grandir une génération qui soit un peu plus éduquée, un peu plus à l'écoute et empathique. Très bien répondu. Oui. Ouais, alors je rejoins complètement Charline. Moi j'ai 2 garçons aussi, donc je me suis posé toutes ces questions et je me les pose encore tous les jours. Moi je trouve qu'on a une responsabilité aussi en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, en tant qu'animateur, animatrice sur ces questions-là. Notamment en tout cas je me pose une question, donc je vous la pose en live, sur le fait qu'aujourd'hui il y a une polarisation entre les garçons et les filles au collège. Je pense qu'on s'est beaucoup attaché à accompagner les jeunes filles, à les empouvoirer, à les faire sortir de ce carcan sexiste, etc. Et c'est un peu ce que tu disais, Mohamedou, les garçons, on a pris une posture assez attention, gestion du risque, ne sois pas comme si, ne deviens pas un crevard, etc. etc. Et c'est pas très enthousiasmant pour eux. Et je peux comprendre qu'il y ait une réaction, en plus avec les masculins qui arrivent là-dessus et qui disent t'inquiète pas, moi je vais te dire ce que tu vas pouvoir faire. Et je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui, en tant qu'adulte qui entoure des enfants, à leur donner des messages plus positifs, à leur donner des nouveaux rôles modèles qui donnent envie, qui ne soient pas juste fais pas ci, fais pas ça, deviens pas un crevard, etc., etc. Et donc je pense que c'est difficile, mais qu'on est à ce tournant-là en ce moment, d'où l'importance, parce que tu dis on est beaucoup de parents à se poser cette question de qu'est-ce que je fais de mes fils. Je pense qu'on est beaucoup de mamans à se poser cette question. Et je pense qu'on a besoin des papas, des hommes, pour s'investir sur ces questions-là et de donner une autre image des masculinités, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Tout à fait. On se repasse. Non, mais en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai dit, ouais, mais les mecs montrer l'exemple, en fait, c'est vrai. On a... Là-dessus, Mohamedou, le besoin d'incarnation masculine, je pense que c'est à propos. C'est là où je suis. Enfin, j'espère. Mais il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, j'ai pris un peu la parole sur cette question-là, en parlant d'un autre sujet, qui sont les violences sexuelles commises sur les
enfants. Et dans le post, en une phrase, je disais que malgré le fait que la majorité, tu l'as dit tout à l'heure Charline, des violences sont commises par le genre masculin, on a tout de même besoin des hommes dans ces métiers-là. Et l'une des raisons, je crois, c'est justement celle-ci, c'est de l'exemplarité pour montrer d'autres types de masculinité. Alors, lorsque je suis en classe, je suis pas dans... Quoique, lorsqu'on est enseignant, on est quand même un peu dans la représentation, il faut le dire. Voilà. Donc j'essaye d'en jouer, pas d'en surjouer, mais en tout cas d'incarner un minimum. Au-delà de ça, je suis aussi papa de garçons. Et c'est des questions que je me pose en réalité. J'en parle pas sur les réseaux parce que j'aime pas trop raconter ma vie personnelle. Mais en gros, j'évolue dans tout un système qui m'interroge aussi. Et je me demande à chaque instant, avec des enfants aussi jeunes, en l'occurrence des garçons, mais pas que, comment est-ce qu'on peut incarner un autre type de discours. Pas seulement par la parole, j'ai envie de dire, mais par les actes, et exactement, au jour le jour. C'est beaucoup plus fort parce que les enfants, enfin tous ceux qui ont des parents le savent, et ils ont tendance à regarder ce qu'on fait beaucoup plus qu'à écouter ce qu'on dit. Donc être dans la cohérence dans nos actes, ça permet de créer des choses beaucoup plus profondément, je crois. Voilà. Parce que je t'ai vu un moment où peut-être c'était juste un acquiescement, une validation très forte. On voit bien donc que pour contre-attaquer, il faut occuper l'espace, mais il faut aussi changer les méthodes. Si on veut que les garçons ils décrochent des discours masculinistes, de la manosphère, comme on a pu l'entendre, il ne faut pas les culpabiliser, les braquer, les punir, mais il faut plutôt leur proposer des récits et des modèles plus positifs auxquels s'identifier notamment. Aujourd'hui, pour les ados, les nouveaux moteurs de recherche, c'est TikTok, ChatGPT. Les jeunes, dedans, ils s'y posent plein de questions intimes et les algorithmes, ils savent très bien y répondre. Ils leur envoient des réponses simplistes, souvent formulées par des créateurs de contenu masculiniste, assez charismatiques, auxquels ils vont très facilement s'identifier. C'est exactement pour ça qu'il faut aller les chercher là où ils se trouvent. C'est vraiment la démarche d'aller vers numérique qu'on a chez En Avant Toutes. Et pour apporter des réponses fiables, bienveillantes et sans jugement, on a lancé le nouveau compte TikTok, normal ou pas, qui a été présenté, il n'est plus allumé, c'est pas grave, mais qui a été présenté en introduction à la soirée par Inaï. C'est un format qui est vraiment spécifiquement pensé pour les 10-14 ans, incarné par des jeunes et notamment des jeunes garçons. Et dedans, ils y prennent la parole, ils débunkent des idées reçues, ils abordent tout type de questions qu'on peut se poser à cet âge-là et ils réorientent vers nos dispositifs d'écoute et d'aide. Oui, je ne savais pas si tu voulais... Alors, avant de vous donner la parole à vous dans la salle pour instaurer un temps d'échange, qui je pense va être super riche. J'aimerais poser une dernière question à mes trois invités. Donc on a parlé des pièges du numérique, de ce qui se passe en classe, dans la cour de récré, du besoin crucial d'incarnation de figures masculines plus positives, de nouveaux récits. Si vous aviez un message clé pour accompagner cette nouvelle génération de garçons à devenir de futurs alliés, mais aussi de futurs adultes épanouis, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Je vous laisse la parole, 2 ou 3 minutes. Je pense que là, on a le temps. C'est pour vous. Personnellement, je pense que je dirais aux garçons de ne pas hésiter à poser des questions et aller vers l'autre en fait avec un grand A. En l'occurrence, les gens opposés, les enseignants, les adultes, les personnes de confiance qu'ils identifieraient, mais ne pas se priver en fait de ce qu'est leur enfance, c'est-à-dire la curiosité. Et de l'autre côté, c'est un double conseil en réalité, pour les adultes que nous sommes, de se préparer à accueillir. Mais pas... ça demande de se déconstruire un peu, c'est rigolo d'ailleurs. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai de mon côté sur les réseaux tenté une petite percée aussi dans cet univers-là, et j'ai appris que le terme déconstruit était censé être un gros mot. C'est-à-dire que pour disqualifier certains hommes, on leur dit « Ah, il est déconstruit, lui, il faut le laisser de côté ».
Mordeur, les gens sont fous. Je sais pas ce que c'est que le contraire d'un homme déconstruit, c'est quoi? Je dis c'est un homme fracassé, c'est quoi? C'est pas un homme construit en tout cas. Donc pour aider ces enfants à mieux se construire, peut-être, c'est ouais, être prêt à accueillir leurs questions, aussi perturbantes puissent-elles être, parce que ce sont des enfants, parce que le monde est complexe, parce qu'ils ont plein de questions, et si c'est pas nous qui leur répondons, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Et un jour ou l'autre, on se retrouvera face à nos responsabilités, parce qu'il se passera ce qui va se passer. C'est pas plus compliqué que ça fait peur, hein, je sais, mais c'est la réalité en fait, c'est notre responsabilité d'adulte. L'expérience, ça n'est que le fait, je crois, d'avoir vécu des choses que les autres n'ont pas vécues. Donc à cet égard-là, on peut partager nos expériences à hauteur d'enfant, avec les termes adéquats, voilà, mais pour faire en sorte de déblayer un peu ce chemin qui est la vie, avec un grand V, et qui est extrêmement complexe, même pour nous. Mais alors pour des enfants, c'est encore pire. Voilà, j'aurais plein d'exemples à donner, mais je m'arrête, c'est déjà bon. Merci. Je vais répondre à la question, mais j'avais tout à l'heure en fait envie de réagir sur votre plateforme normale, pas normale, parce qu'il y a, on préparait ça et je disais il y a une énorme hypocrisie. Comme vous le savez, les réseaux sociaux ne sont pas censés être accessibles avant l'âge de 13 ans. La réalité sur le terrain, vous le savez, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui ont déjà des téléphones dès l'entrée au collège, qui se baladent sur YouTube, vous le savez également. Donc juste, la première réponse, à moi, il y avait une forme d'hésitation de est-ce qu'on lance ou pas un format qui s'adresse spécifiquement à une tranche d'âge qui, légalement, en plus il y a une loi qui parle de pas avant 15 ans, n'est pas censé être sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a un moment où il faut faire preuve de pragmatisme et je vous remercie d'avoir créé... Comme ça a été dit justement sur la question de si on ne le fait pas, c'est déjà largement occupé. Pas forcément par les bonnes personnes. Donc nous, là-dessus, c'est un vrai retour de terrain où, après, c'est pas quelque chose qu'on va forcément, de toute manière, communiquer et diffuser dessus en disant c'est pour les 10-14, parce que souvent, quand t'as 10-14 ans, tu vas pas forcément aller sur un contenu où c'est écrit c'est pour les 10-14. Au contraire, t'aimes pas ça, tu vas voir les choses des grands. Donc là-dessus, c'est comme ça qu'on en parle auprès des professionnels, mais c'est pas comme ça que ça va être exactement. Et puis pour répondre à la première question, moi il y a deux choses que j'ai envie d'apporter. On a toujours encouragé donc c'est notre troisième enfant, à préserver et à cultiver ses amitiés féminines. Et en fait, c'est bête, mais pour moi j'ai quand même cette impression que c'est un critère un peu déterminant, un facteur prédictif en tout cas, parce que quand je le vois vraiment particulièrement sensible à l'écoute de ses sœurs, quand elles ont leurs règles ou parler de sujets avec ses copines, on le voit comme vraiment un poisson dans l'eau. Quand il est entouré de meufs, il y a des amis qu'il a invités, il est le seul garçon et quand je le vois aussi, je sais pas, empathique, à l'écoute de toutes ses copines, j'ai quand même cette sensation que voilà, c'est cette espèce de fluidité à être à l'aise dans quel que soit le genre. Ça lui donne en fait un supplément, je sais pas comment dire ça, peut-être d'empathie ou d'écoute, et du coup ça lui permet de réagir et de reprendre ses potes quand il entend des propos choquants. La deuxième chose, c'est un message pour les parents. En fait, passer un maximum de temps, je sais que c'est hyper compliqué, on a tous des vies ultra remplies, des jobs, de la pression, de la fatigue. Moi je passe un temps fou à regarder l'historique de mes enfants sur les réseaux. Et je passe un temps fou aussi à lui dire « Vas-y, montre-moi les vidéos que tu as le plus aimées ces derniers temps. Est-ce que tu es d'accord qu'on regarde un épisode de ta série ensemble ?» Et en fait, j'ai besoin de baigner dans son univers, en fait, de me mettre à sa hauteur pour comprendre aujourd'hui ce qui l'anime. Et aussi, de temps en temps, on fait un arrêt sur image. Avec moi, c'est souvent, il n'est pas trop content, et je lui dis « Mais ce qui vient de se passer là, c'est quoi ?» Et on en parle, et en fait, je me dis, je peux pas être toute sa vie à ses côtés, à lui tenir la main. Par contre, je peux lui offrir ce qu'on appelle de l'esprit critique, de la distance par rapport à ce qu'il est en train de voir, du normal, pas normal finalement, c'est exactement ce qu'on fait quand on est ensemble. Et en fait, j'aime l'idée que je vais pas l'empêcher de vivre sa vie, de la curiosité, ça fait partie de l'enfance, t'as raison, c'est important qu'il explore plein d'univers et qu'il trouve son identité, ses passions, ses rêves, comme ils disent. Mais en fait qu'il ait toujours une espèce de discrépance critique en fait par rapport à ça, et qu'il puisse aussi nous en parler quand il y a des choses qu'il voit qui sont pas normales ou qui le questionnent. Pour moi c'est
voilà, j'ai envie de dire, enfin, ça prend un temps fou, mais le bénéfice-risque est extraordinairement avantageux à court terme comme à long terme. Alors, j'ai envie de dire, mais prenez ce temps, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant ou jamais, en fait. Merci. Je ne vais pas paraphraser ce que vous venez de dire, parce que j'avais envie de dire tout ça, en vrai. Mais c'est vrai que je pense que le rôle, enfin, la pédagogie du questionnement, elle est essentielle quand on est parent, et pas que parent, en fait, adultes qui vivons avec des enfants autour de nous. Parce que d'ailleurs, parfois, les parents ne sont pas les mieux placés, parce qu'à l'adolescence, j'en sais rien, il y a une espèce de rupture qui peut se faire. Et du coup, je pense que, notamment sur ces histoires de contenu masculiniste, la première erreur, ce serait de dire « Ah non, lui, il est con, il est nana, regarde, nanana ». Et au contraire, c'est de regarder « Ah, c'est marrant, tu suis, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce qu'il dit et pourquoi tu... » Voilà. Et à ton avis, c'est quoi le message qu'il transmet ? Et d'ailleurs, pourquoi il transmet ce message-là ? Parce que les masculinistes, souvent, ils ont au bout de leur contenu, abonne-toi à mon programme de séduction pour seulement 99 €. Donc, il y a souvent quand même un truc qui vend. Donc, pareil, c'est vraiment ce que tu dis sur l'esprit critique et la curiosité dans les deux sens. Soyons curieux de ce qu'ils vivent pour pouvoir adapter notre réponse, notre accompagnement, parce que le premier échec, ce serait de juger ce qu'ils font. Et de leur dire ça c'est de la merde et arrête tout de suite de faire ça, parce que là c'est sûr que vous allez rompre la confiance, rompre le dialogue, et c'est le pire qui puisse arriver avec un enfant. Merci, c'est passionnant, et j'ai envie de dire que finalement tout le sujet ne serait pas de trouver les bonnes réponses, mais plutôt de se poser les bonnes questions, donc de prendre la thématique dans l'autre sens. On va arriver au terme de la table ronde. J'aimerais bien maintenant tendre le micro à l'audience et on va le faire circuler dans la salle. Je pense qu'on va avoir pas mal d'échanges possibles. Je ne sais pas combien de temps on a, mais je pense qu'il y a de quoi faire. On a 15 minutes, c'est super, c'est royal. Donc la parole est à vous. Je vous rappelle que la soirée, elle est donc filmée et qu'elle sera rediffusée. Si vous avez une question que vous ne voulez pas apparaître, baissez-vous, vous restez assis tout simplement, et comme ça tout se passera bien, on ne vous verra pas. Est-ce que j'ai vu une main? Oui. Merci beaucoup. Merci déjà à tous les intervenants et intervenantes ce soir. Je trouve que c'est hyper important d'en parler. Je suis ravie d'être là. Moi, je voulais un peu revenir sur la notion d'homme capable. En fait, ok, homme capable, mais j'adore Charline, je suis pas du tout contre vous, mais un homme capable, en fait, c'est-à-dire un homme qui juste traite les femmes normalement et qui les agresse pas et qui n'est pas sexiste, c'est un homme tout court en fait. Et je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas non plus montrer tout le négatif aux enfants, en particulier aux petits garçons, mais quand même, je trouve qu'il ne faut pas non plus glorifier le fait d'être juste un homme normal et un être humain qui agit dans une société. Et il faut faire attention à ça. Et même si j'ai envie de remercier les hommes qui sont là aujourd'hui, parce que c'est pas qu'une question féministe, les hommes sont concernés. En fait, ils sont là en tant que représentants des êtres humains et il faut plus d'êtres humains en fait, et de tous les genres, tous les âges. Donc voilà, c'était un petit mot pour dire ça et faire attention. J'ai plein d'autres choses que je voulais dire, mais je vais laisser la parole aux autres personnes. Merci. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de questions, donc on va laisser la parole. Bonsoir. Je voulais juste préciser une petite chose. Je suis bien d'accord avec la dame qui s'est exprimée juste avant. Un homme capable, en fait, c'est un homme tout court et surtout un homme respectueux. Et si nous-mêmes, on montre un peu l'exemple, avec un peu de chance, le message passe. Je voulais juste rebondir. En fait, moi, mes enfants sont plus grands, ils ont la petite trentaine. C'est 2 garçons, que des cousins, garçons. Et donc, je ne me voyais pas du tout environnée que de garçons. Donc, une condition que j'ai posée, mais assez intuitivement, puis je m'en réjouis maintenant avec le recul, c'est que quand il y avait un anniversaire, il y avait devait y avoir moitié filles, moitié garçons. Parce qu'en fait, je pense que c'est très important que les garçons connaissent les filles, les fréquentent, et régulièrement, souvent,
Et donc, s'il n'y avait pas le même nombre de garçons que de filles, ben, on arrêtait tout, ou on ne le faisait pas du tout. Mais voilà, donc je pense que quand je rejoins ce que disait Charline, voilà, c'est qu'il faut que les garçons et les filles se connaissent, se pratiquent, se fréquentent et soient ensemble le plus possible, quoi. Mais ça, déjà, c'est un grand pas. Puis après, les parents, l'attitude des parents, tout ce qu'on exprime sans le dire, mais juste nos gestes, nos attitudes, nos sujets importants. Même si le père n'est pas forcément très féministe ou pas très engagé sur ces sujets-là, on peut quand même s'en sortir, avoir des fils qui ont l'air quand même de tenir la route, même avec un père pas très féministe. Ben, merci beaucoup. Et quelque part, je me permets de rebondir sur ce que vous dites parce que, en fait, je pense que les parents, vous l'avez très bien souligné, ont un rôle à jouer. Quand vous dites à vos filles s'il doit y avoir moitié fille, moitié garçon, une parité, ben finalement, ben, ça c'est un rôle parental. Et donc quand les parents me disent ben, qu'est-ce que je peux faire, et ben on a toutes dans notre entourage, quasiment en tout cas, des copines qui ont des filles, voilà. Et en fait, et ben ne pas hésiter à, en fait, s'il n'y a spontanément pas eu d'amitié avec des filles qui sont créées, par exemple en primaire ou en collège, et ben ne pas hésiter. Et ben j'ai envie de dire ces petits coups de pouce du destin à faire venir à soi en fait d'autres personnes pour qu'on puisse voilà, qu'il puisse y avoir ce genre de voilà, d'amitié qui se crée. En tout cas voilà, pour moi c'est vraiment le petit coup de pouce que les parents peuvent offrir à leurs enfants. Merci. Non mais si, je parlais maintenant, c'est terminé. Non mais sur la notion d'homme capable, je suis absolument d'accord avec vous. Il y a un moment où faire le minimum, ça ne devrait pas être glorifié. Mais au-delà de ça, il y a, par rapport à ce que disait Nilo, c'est ça ? Il y a une espèce de conflit qui se crée parce qu'il a dit tout à l'heure que pendant ses cours, lorsqu'il intervenait, et bien justement, parfois les enseignants disaient les garçons sont rangés voilà, ensemble, et les filles. Donc à quel point est-ce qu'on intervient en fait finalement pour jouer de mixité ? Et en même temps, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que ne serait-ce que c'est un rituel qu'on fait dans certaines écoles, que beaucoup font, alors on peut critiquer ou pas, mais c'est quelque chose que vous avez probablement vécu lorsque vous étiez à l'école, le fameux rang, on se range 2 par 2. Et bien en fait, il est acté que les enfants, naturellement, se rangent par sexe. C'est-à-dire, les filles ont tendance à se ranger avec les filles, et se rangent aussi par catégorie sociale. Ça c'est fou ça. Ça veut dire qu'elles se reconnaissent entre eux. Et ça veut dire que si jamais on laisse faire le destin, en fait, on est dans la reproduction. Et là, c'est l'enseignant qui parle, puisque en France, en l'occurrence, l'école française est l'une de celles qui reproduit le plus les inégalités sociales. C'est-à-dire qu'un enfant d'ouvrier a beaucoup plus de chances de sortir en étant toujours ouvrier, plutôt que de s'être élevé dans l'échelle sociale. Donc, je partage en fait ce que vous avez dit. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut peut-être un tout petit peu, je ne sais pas si c'est forcer les choses, mais peut-être être en vigilance en tout cas pour parfois instaurer de petites règles qui peuvent favoriser ce petit pas vers l'autre et cette mixité dont on a besoin. Voilà. Merci en tout cas pour cette remarque. Est-ce qu'il y en a d'autres questions ou... Super. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Merci d'avoir rappelé que les enfants ont accès au téléphone portable de plus en plus tôt, à la pornographie de plus en plus tôt. Merci d'avoir parlé aussi de la relation de confiance qu'il ne faut pas briser entre un parent et son enfant. Qu'est-ce que vous pensez des interventions des parents dans la vie privée des enfants, notamment l'interdiction de la pornographie, que ce soit au niveau du contrôle de l'accès au téléphone ou du routeur Wi-Fi ou autre méthode ? Moi, je peux rebondir sur le principe d'interdire ou d'autoriser en tant que parent, et d'ailleurs à l'école, ou voilà. Je ne crois pas du tout, mais alors du tout au fait d'interdire, notamment en tout cas aux adolescents. On sait bien, et je pense pareil, on l'a tous été, ce qui est interdit est encore plus attractif. Et on trouve toujours des moyens, et d'ailleurs les pays qui ont interdit l'accès aux réseaux sociaux ou l'accès à certains contenus voient avec les années que en fait, les jeunes trouvent des moyens d'y accéder. Donc j'y crois pas une seule seconde. En revanche, à nouveau, on est ce truc de guide, c'est-à-dire qu'on ne donne pas un téléphone portable à son enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, même si on a réussi, j'en sais rien, à le retenir jusqu'à 16 ans, sans lui apprendre en fait.
sans lui apprendre à comment on consulte des contenus, qu'est-ce que les contenus, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que les contenus véhiculent comme message, et apprendre cet esprit critique en fait. Ça s'accompagne comme tout. C'est comme on leur donne pas une clé de bagnole sans leur avoir appris à conduire. Bah, c'est la même chose avec les téléphones parce que sinon c'est une bombe à retardement. Et sur le porno, je ne veux pas dire qu'on va se mettre à regarder un porno, mais en fait pareil, s'ils ont envie, ou ils iront voir ces images-là. Donc là encore, il faut plutôt accompagner la compréhension de ce qui se joue sur le porno et accompagner la consommation de ces images-là, quoi. Je suis 100% en ligne avec ce que Kitri vient de dire. C'est-à-dire, en France, on a une politique j'ai envie de dire, très punitive. Comme ça, on dit, ah, ça c'est interdit, c'est pas bien, bam, faut punir. On a difficilement, en tout cas beaucoup moins que d'autres pays, une espèce de culture de l'éducation et de la prévention. Et on va pas se mentir, hein, ça prend vachement de temps, en fait. Parce que quelque part, la réalité, c'est que sur le terrain, au quotidien, l'éducation, c'est de la répétition. C'est un truc c'est pas sexe du tout, l'éducation. C'est un truc qu'on va répéter tous les jours, on va être en accompagnement tous les jours, et on va avoir l'impression de ne pas avancer, alors qu'en réalité, c'est essentiel et c'est une étape essentielle. Donc la réalité, c'est de ne pas shamer ce qui va arriver, ce qui risque d'arriver, c'est juste en fait d'ouvrir la discussion sur ce qui existe. Et si le jour où ça t'arrive, si tu as envie de m'en parler, tu peux venir m'en parler. C'est-à-dire shamer un garçon de 13-14 ans qui a pu avoir du plaisir en regardant certaines images. Enfin, moi, je pense que c'est pas forcément la chose à faire. C'est plutôt, au contraire, dire c'est ce que tu as vécu, c'est plutôt physiologique, c'est plutôt normal. Par contre, les images que tu as vues, il faut quand même les recontextualiser. Et il faut un petit, le mode d'emploi, s'il n'a pas été donné avant, ok. En fait, ça vaut vraiment le coup de se poser et d'avoir cette discussion-là. Et puis aussi, il y a des enfants qui peuvent être choqués par ce qu'ils ont vu. Et il faut aussi qu'ils puissent déposer, en fait, ça. Il faut qu'il y ait un espace safe pour qu'ils puissent déposer ce qu'ils ont ressenti. Et pour moi, je reste convaincue que c'est en gardant cette communication et en privilégiant et le dialogue et l'esprit critique qu'on en fait des personnes qui vont pouvoir faire des choix en conscience plus tard, parce que c'est quand même ça qu'on souhaite pour nos enfants. Merci beaucoup. J'abonde absolument dans votre sens. Je rajouterais peut-être une dernière chose, mais là c'est en tant que garçon, en tant qu'homme, qui a parfois les discussions avec son entourage féminin. Et en fait j'ai l'impression que, notamment vis-à-vis de la question du porno, précisément, ce qui se joue, c'est la réification du corps des femmes. C'est-à-dire que dans cette industrie-là, les corps sont des objets, mais plus encore, le corps des femmes est un objet. C'est-à-dire que si jamais l'objectif, c'était de faire en sorte que les enfants, en l'occurrence les petits garçons, aient moins envie d'aller vers ces contenus-là, l'objectif pourrait être de leur expliquer à quel point les femmes ne sont pas des objets, mais sont des personnes. Et que ce qu'ils pourraient voir sur ces vidéos, c'est de l'ordre de la romance, c'est quelque chose c'est un script en fait, ça n'est pas la réalité. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, très très tôt, d'avoir ces espaces en mixité, parce que plus on est au contact de personnes qui ne nous ressemblent pas, et plus on est à même de faire preuve d'empathie, tu l'as dit, et du coup de moins les considérer comme si elles étaient des objets. Et peut-être qu'à ce moment-là, lorsqu'on tombe sur ces contenus-là qui réifient le corps des femmes, on est peut-être soi-même choqué en disant mais c'est pas du tout moi ce à quoi je pense, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ces choses-là. Et l'éducation elle se fait à partir de là. En tant qu'adulte, je crois ce qu'on fait nous, c'est semer des petites graines. Mais on peut pas empêcher les gens de faire. On est tous des adultes ici. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu, en réalité, il y a de fortes chances que nos enfants le vivent aussi. Toutes les pensées sombres qu'on a parfois, il y a de fortes chances que nos enfants les aient un jour aussi, parce qu'en fait, on vit dans un système qui s'appelle la vie, qui fait qu'on passe par les mêmes choses. Voilà, que ce soit l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte, le travail, ça crée chez nous les mêmes frustrations parce qu'en fait on traverse les mêmes situations. Donc à partir de là, tout ce qu'on peut faire encore une fois, c'est de l'amorce d'éveil, c'est d'expliquer en amont, à côté aussi, et après lorsque c'est arrivé. Et je crois que plus on est dans l'explication, plus on arrive à remettre l'humain au centre des choses, parce que c'est ça l'enjeu en réalité. L'histoire de domination, c'est comment est-ce qu'on voit l'autre. L'autre ici, c'est la femme, et souvent elle est déshumanisée.
Donc plus on va être capable de remettre l'humain au centre, sur le genre féminin, et moins peut-être les garçons, les enfants auront envie d'aller voir ce type de contenu, ou en tout cas le regarderont avec un œil différent, je pense. Voilà, ça c'est ma pensée là-dessus. Non, c'est très bien, je crois que Kitri veut justement rajouter une dernière petite chose. Est-ce qu'il reste une question? On en a une. Kitri, je te laisse. Une microseconde, c'est qu'on diabolise beaucoup le porno, mais en vrai, notamment de cette réification des corps des femmes, c'est aussi dans toutes les séries et dans tous les films. Enfin, je vois la série là, Off Campus qui est super à plein d'égards, à plein de trucs, le consentement, tout ça, c'est formidable. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, parce que là, elle fait 12 millions de vues sur Netflix, tout ça. Mais typiquement sur le corps des femmes, c'est vraiment tous les plans sont et c'est intéressant de le voir et de pouvoir en discuter typiquement avec son fils, avec sa fille. Tiens, on le regarde ensemble. Est-ce que tu as remarqué ce point-là? Donc le porno ne fait pas tout et on le fait déjà bien suffisamment dans plein d'autres éléments de la culture populaire. Pour la question. J'avais une question parce que la réflexion que je fais par rapport au téléphone portable et au fait que des enfants, très tôt, ont des téléphones portables. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un truc un peu schizophrénique chez les parents? Ouais, pardon, c'est peut-être une tarte à la crème, mais c'est-à-dire qu'on dit non, faut pas, mais il y a aussi un truc de contrôle. Alors, de contrôle parce que peur de mon enfant, s'il lui arrive quelque chose, il faut que je puisse il puisse me contacter, etc. Et du coup, on a quand même des injonctions contradictoires par rapport, nous en tant qu'adultes, par rapport à ce portable, où on dit non mais il ne faut pas. Et deuxième réflexion, c'est la question du temps à passer. Alors, je regarde l'Assemblée, pardon, on est tous très blancs. Je ne sais pas sociologiquement d'où on vient. Moi, je travaille avec un public, je suis en lycée professionnel, et je travaille avec un public qui n'est pas blanc, avec des parents qui n'ont pas forcément les mêmes codes éducatifs, etc. Je suis même pas, enfin voilà. Et que cette question du temps, cette question de développer l'esprit critique, ces questions-là, c'est des vrais sujets. Et que les seuls, parce que dans tout, pardon, il se trouve que je suis aussi formatrice EVARS dans l'éducation nationale. Je suis venue en amie, vous inquiétez pas, mais et je trouve que c'est super. Je trouve que c'est dommage que, enfin, voilà, sur Paris, on est une super équipe. Enfin, c'est pas moi je suis bébé formatrice, donc je parle pas de moi, mais les personnes qui font ça depuis 10 ans. Et parfois, il n'y a que nous. Là, il n'y a que nous, je veux dire, pardon, on n'est pas les sauveurs, machin. Il y a plein de choses à dire sur l'éducation nationale, qui est une institution très critique par rapport à cette institution, mais parfois il n'y a que nous qui sommes là et qui éduquons, et pas parce que les parents ne sont pas capables d'éduquer, ils éduquent avec leur code, avec ce qu'ils ont appris, mais tout ça, tout ce que vous dites, c'est super joli, c'est très beau, mais il y a un truc un petit peu, pardon, de personnes, alors, mais où on est un peu privilégié pour pouvoir dire ça. Et moi, je me sens toujours très privilégiée, donc j'entends bien qu'il n'y a pas de jugement, mais il y a aussi cette réalité-là qu'il y a des parents, et pour tout un tas de raisons, ils ne sont pas en capacité de. Et c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est pas. Voilà, ils ne sont pas en capacité, ils n'ont pas le temps, ils ont des vies dégueulasses. Enfin, voilà, donc. Ouais, voilà. Évidemment, non, merci. On en a, je pense, toutes et tous conscience. C'était aussi l'enjeu, quand on parle des VARS, on parle d'applications réelles. C'est aussi pour ça qu'on a aussi publié une tribune là-dessus et qu'on se rend compte que l'école, c'est souvent le lieu unique qui permet de diffuser ces messages et cette éducation-là. On a fait aussi cet aparté, ou cette deuxième table ronde qui s'est focalisée sur la question de la sensibilisation numérique et la question des réseaux sociaux. Ça, pour le coup, c'est aussi un autre enjeu dans le sens où, effectivement, dans l'audience, on va avoir un public qui va être homogène. En revanche, la question de la réception de ces contenus en ligne, là, pour le coup, elle touche tout le monde. Donc, il y a aussi des constats qui peuvent être émis là-dessus, mais c'est évidemment toute la complexité autour de l'EVARS, de son application réelle, des manques de moyens alloués, et aussi de notre rôle à chacune, que ce soit parents, proches, professionnels, mais aussi acteurs associatifs, et quel rôle on a toutes et tous à jouer là-dedans. Mais vous avez bien fait de le souligner, et j'imagine qu'on est tous et toutes plus ou moins raccord. Je vous rejoins complètement sur le côté schizophrénique des téléphones.
Ouais, il y avait ça quand même, ce premier point. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Génération Anxieuse. C'est un livre qui a été traduit, qui est sorti depuis moins d'1 an en France. Et en fait, c'est un peu... l'introduction est un peu putaclic, mais ça va vous donner un peu le ton du livre. Il dit, est-ce que vous donneriez un flingue à votre enfant de 12 ans ? Bah non, évidemment, ça va pas la tête. Ok, à quel moment vous lui donnez un téléphone entre les mains ? Enfin, finalement, en fait, ça rejoint ce que tu disais, Kitri aussi. En fait, on a besoin d'un mode d'emploi avant de confier quelque chose qui peut donner accès à des informations. Alors, un flingue, on a un danger très objectif de ça peut tuer tout de suite. Un téléphone, ça fait moins peur parce qu'on se dit, c'est qu'un outil numérique. La réalité, c'est que effectivement, selon la manière avec laquelle on va s'en servir, on le voit bien avec les réseaux sociaux, ça peut être le meilleur comme le pire. Donc la première chose, là, vraiment, et ça va dans le sens non pas d'une interdiction, mais donnez votre téléphone à votre enfant à partir du moment où vous avez pris le temps de l'éduquer et de vous assurer qu'il va en faire bon usage. Et là, on revient sur ta question du privilège, parce que passer du temps avec son enfant, c'est un privilège. Quand on doit faire je ne sais pas combien d'heures de trajet pour aller au taf, qu'on a un taf littéralement épuisant, pénibilité absolue, etc., et quand on revient, il y a toute la charge mentale, etc., on n'a pas forcément le temps de passer pour éduquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je rebondis sur ce que dit Aurélie, c'est aussi tout le rôle de l'éducation populaire. Et quelque part, les réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est pour ça, là on passe dans le meilleur, vont également, j'espère, prendre le relais pour tous les parents qui n'ont pas eu le temps de délivrer cette information sur tous ces sujets essentiels que sont les relations, le consentement, les égalités, etc. Moi, je continue à croire que, pour ne pas que ce soit un privilège finalement de classe, l'accès à ces notions-là et à cette répétition, cette éducation-là, on a besoin de forces différentes, de forces créatives, innovantes, et quelque part, il faut se mettre à la hauteur des enfants, et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée, en l'occurrence, de proposer ce genre de programme accessible. Du coup, les enfants ont ça sur leur téléphone et qui viennent offrir une alternative à d'autres contenus plus problématiques. Merci. Déjà, je vous aime bien. J'entends l'éducation nationale, tout ça, des choses qui s'est fait entre nous. Non, mais sérieusement, vous avez apporté je l'ai vu aussi quand je suis arrivé. Je me suis dit la même chose. Mais c'est pas parce que je l'ai vu que ça veut dire que je me permets de le dire. Et maintenant que vous l'avez dit, on peut en parler. C'est ça qui est chouette. La question du privilège, en fait, je pense que c'est à cet endroit-là qu'il est extrêmement important, parce que parfois, c'est vrai, on a cette mauvaise impression qu'en tant que membre de l'institution, il y a des parents qu'on ne voit presque jamais. Et le presque est important, parce que certains vont être dans l'exagération, ils vont dire on les voit jamais. Certains vont parler de parents en disant ils sont démissionnaires. Alors que c'est pas ça. C'est des parents des fois qui se lèvent à 6h du matin, ils vont poser leur enfant à l'accueil du matin, ensuite ils vont faire leur journée dans laquelle ils ont 2 tafs, ils vont passer le soir après le goûter, ils vont récupérer leur enfant et du coup oui, on va avoir l'impression qu'on ne les voit jamais. Mais ces parents-là, lorsqu'on les voit, il faut que le temps qu'on passe avec eux soit extrêmement qualitatif, et les occasions pendant lesquelles ils et elles vont investir l'école, c'est sur des thématiques comme celle-ci, parce que ça sort un petit peu du cadre. Les enseignants peuvent se cacher derrière le fait que les VARS est un des points du programme. Et donc à ce titre-là, comme le français, les mathématiques, on n'est pas censé prévenir les parents lorsqu'on fait une séance de français, de PS ou de mathématiques. Donc pourquoi le faire lorsque c'est une séance des VARS? Mais on s'en rend bien compte quand même que c'est d'autres enjeux pour les familles. Et donc à ce titre-là, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas pertinent de faire en sorte que les parents puissent investir à certains moments l'école, qu'on les fasse rentrer à ce moment-là en particulier, où on est encore dans le balbutiement, justement, parce que c'est avec eux qu'on va construire, en réalité. C'est fou de se dire que... Parce que personne ou peu de gens savent comment les programmes sont construits. Alors que, ensuite, nous, en tant que membres de l'institution, on est censé les mettre en œuvre, comme si c'était la nation qui nous les dictait. Mais la nation elle-même ne sait pas comment sont écrits les textes. Par qui est-ce qu'ils sont votés? Qui est-ce qui les écrit? Est-ce que ce que je dis, ça se tient ou pas? C'est vrai ou pas? Bon. Alors que c'est pour vous, c'est pour les enfants qu'on accueille, c'est pour les familles, c'est pour la nation avec un grand N. Donc c'est à cet endroit-là, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important, alors qu'on est dans l'hésitation, alors que c'est un petit peu plus difficile, de ne pas hésiter à montrer justement nos fragilités et à accueillir les discours des parents. Parce que lorsqu'on est dans le même espace,
avec les enfants et leurs parents, et il y a une connexion qui se fait. Parce que peu importe ce qu'on a pu projeter les uns vis-à-vis des autres, la réalité nous rattrape en fait. Et on se rend compte qu'elle justement, elle est beaucoup plus nuancée que ce qu'on pense. Donc on a tout intérêt à ouvrir un tout petit peu plus l'école pour rassurer, mais aussi pour construire main dans la main. La coéducation n'est pas un mot, bien au contraire. Et c'est là qu'elle se joue, je crois. Donc merci pour cette remarque qui me permet de dire tout ça. Voilà. Merci. On va voir une toute dernière et puis on terminera. C'est minuscule. Ouais, c'est minuscule. Par rapport, je voulais juste rebondir sur la question de prévenir les parents ou pas. J'avais vu quelqu'un sur les réseaux dire les prévenir, c'est les autoriser à retirer leur enfant à l'école ce jour-là. Comment est-ce que toi, en tant qu'enseignant, tu pourrais me répondre à ça? Et je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est de l'ordre de la compréhension justement. C'est-à-dire que moi je suis à l'école, je suis l'enseignant, je commence à, parce que cette année j'ai eu une formation sur les VARS institutionnelles et c'était intéressant, donc tant mieux. Voilà. Mais de l'autre côté, je comprends. Les parents souvent pensent qu'il n'y a que deux camps. Il y a le camp des familles et il y a le camp de l'école. Ils oublient que certains enseignants sont aussi parents, que certains enseignants partagent leurs craintes. Donc, à chaque fois qu'on va pouvoir se permettre d'avoir un peu de nuance et de mettre en œuvre cette compréhension peut-être supérieure qu'on a de la situation, il ne faut pas hésiter en fait. C'est-à-dire que si sur cet enjeu-là, je vous préviens que tel jour, voilà, c'est pour vous que je le fais, je vous préviens que tel jour on va mettre en place cette séance et que vous retirez votre enfant une première fois, on sait qu'il va revenir votre enfant. Et lorsque votre enfant il va revenir, il va discuter avec ses camarades de ce qui s'est fait pendant qu'il n'était pas là. Il va peut-être se faire le relais auprès de sa famille de voici en fait ce que j'ai raté, c'était pas du tout ce à quoi tu pensais. Peut-être que ce sera intéressant. Une deuxième fois, je te préviens et je t'ouvre la porte en tant que parent. Je suis sûr que tu vas avoir envie de venir. Et si c'est pas la deuxième fois, ce sera la troisième fois. Parce qu'en fait, les programmes, c'est les programmes. Je vais les appliquer quoi qu'il arrive. C'est moi qui te tends la main lorsque je te fais la faveur de te dire quand est-ce que je vais faire quelque chose. Normalement, en tant qu'enseignant, on n'est pas censé... on a un devoir d'information, mais pas de justification. Je sais ce que j'ai à faire. Je ne prends pas votre place, vous ne prenez pas la mienne. Si j'ouvre la porte de la classe et que vous entrez, ça ne veut pas dire que nos rôles se substituent les uns aux autres. Je resterai l'encadrant et vous serez là et puis ce sera tant mieux. C'est juste que ça met un peu plus de compréhension entre nous. Donc une fois, deux fois, trois fois, tu vois que je t'ouvre la porte et tu ne la prends pas, ça m'étonnerait que ça arrive en réalité. Peut-être la première fois ça arrivera, mais une deuxième, troisième fois, on se dit juste, on voit qu'on nous tend la main en fait. Pourquoi est-ce qu'on va pas y aller? Et si c'est pas mon enfant qui vient avec moi, est-ce que je peux venir tout seul pour assister à la séance? Et pourquoi pas? Et la troisième fois, vous viendrez avec votre enfant. Et ensuite, il viendra tout seul. Et c'est 3 séances dans l'année. Alors qu'en réalité, on en parlait tout à l'heure en off, les séances des VARS, il y a plein d'enseignants qui ne les font pas, pour plein de raisons différentes, parce qu'ils ne sont pas formés. Et il y a plein d'enseignants qui les font un peu comme moi, à l'arrache, à la faveur de situations qui se présentent. On en parlait tout à l'heure. Je disais, j'essaie d'aller vite, mais c'est pour donner un exemple concret. Dans une cour de récréation, il n'y a pas si longtemps, il y avait, à un moment donné, je passe, et puis il y a un garçon qui est au milieu d'un groupe de filles. Okay, et puis nos yeux se croisent et je vois que l'enfant il n'est pas à l'aise du tout. Donc j'interviens, je dis qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit les filles elles veulent que j'aille dans les toilettes des filles et tout. Comment ça? Pourquoi? Il me dit parce qu'il y a une fille qui m'attend là-bas. Je dis pourquoi? Parce qu'elles veulent que je l'embrasse. Et toi est-ce que tu veux l'embrasser? Non. Waouh. Et vous voyez, on a souvent, on a dit tout à l'heure, 80-95% des violences dans ce monde qui sont commises par les garçons, par le genre masculin et donc par les hommes, et là en l'occurrence on a une situation qui est inversée. J'étais même pas de service ce jour-là. Ça veut dire que j'aurais pu juste fermer les yeux et aller en salle des maîtres pour prendre ma petite pause. Mais je l'ai pas fait, et c'est à la faveur de cette situation qui est arrivée qu'ensuite on a pu en reparler en classe. Parce que le consentement est quelque chose d'important. Et vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur des contenus sexualisants ou sexuels comme les parents y pensent. On est sur la notion de consentement qui est extrêmement importante dès le plus jeune âge. Donc voilà, en réalité, c'est ce qui se passe lorsqu'on a un peu cette conscience-là de l'EVARS. On prend les situations comme elles se présentent dans la vie de tous les jours à l'école et on essaie de les décortiquer en classe. Une autre chose qui m'est arrivée pas plus tard que cette semaine, c'est par rapport à la gestion de l'espace. Je ne sais pas si vous le savez, mais très souvent, et c'est des normes qui sont apprises. Il y a une neurobiologiste, Catherine Vidal, qui a publié une étude dans laquelle elle dit que, en fait, à la naissance, seulement 10% du cerveau des enfants est vraiment mature. Et que les 90 autres pourcents vont maturer à la faveur des relations sociales qu'on va mener, en fait. Donc vraiment, la société a un rôle dans ce qu'on devient. Et du coup, le fait que les garçons prennent un peu plus d'espace généralement, ou aient plus de difficultés
difficulté à respecter certaines conventions, comme le fait de prendre la parole après avoir levé le doigt. C'est tout simple, hein, parce qu'on ne fait pas ça. On ne dit pas aux enfants de faire ça parce qu'on veut les enquiquiner ou les restreindre, c'est juste qu'on est dans un collectif. Comme vous avez fait, lorsque vous aviez envie de prendre la parole, vous avez levé le doigt, vous avez entendu qu'on vous tend le micro, même si vous avez plein de choses à dire, vous êtes relativement discipliné. Je suis en classe avec les enfants, et puis il y a un garçon qui se lève, il vient me voir au bureau, alors j'étais en train de faire autre chose, répondait à un mot de parent. Il est tout seul, c'est pas grave. Je m'interromps, on me pose la question, je lui réponds. En 10 secondes, il y avait 3 autres personnes qui se sont levées, qui sont venues s'agglutiner à côté de lui. 3 autres garçons. J'ai 4 garçons devant moi qui prennent l'espace, parce qu'il y en a un qui s'est permis de le faire. Alors moi, je ne l'aurais pas fait, je l'aurais pas dit ce que j'avais observé. Mais c'est quand même fou, dans une classe où il y a des garçons et des filles, de voir que c'est généralement les garçons qui se permettent ce genre de choses. Et ça aussi, en réalité, c'est de l'évarce. Donc on peut parler de cette gestion de l'espace, que ce soit dans la classe, que ce soit dans la cour de récréation, et ça aussi, c'est faire de l'évarce. Donc raconter ça aux parents, c'est pas seulement les informer, c'est les rassurer. Et laisser vraiment les portes de l'école grandes ouvertes, parce que c'est ça qui participe à la méfiance, à la défiance, et au fait que certaines associations ensuite pénètrent dans des espaces qu'on n'investit pas en réalité. Lorsqu'on ouvre les portes, je suis sûr et certain c'est un investissement pour le futur en fait. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. C'est mon opinion. Désolé, je parle beaucoup, mais c'est un sujet qui me... Je suis désolée, je sais que c'est passionnant. On va... Non mais pour le coup, je comprends. On va quand même avoir un petit temps. Après là, on finit. Puis je vais vous laisser échanger si vous voulez aller un tout petit peu plus loin. N'hésitez pas là-dessus. Je tenais quand même à vous remercier tous les 3 pour la richesse de tous vos partages. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci d'être venus. Merci également à vous toutes et tous pour vos questions, vos beaux apports. Ça a permis d'enrichir nos échanges et c'était vraiment très riche. Avant de nous séparer, 2 petites informations. Comme je vous ai dit, cette soirée, ces tables rondes, elles vont être disponibles sous replay, sous forme de replay. On va vous envoyer le lien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Puis voilà, à revivre tout ce qu'on vient de vivre ensemble. Et ne partez pas tout de suite. Donc, pour celles et ceux qui ont envie de continuer de prolonger un peu l'échange, c'est tout à fait possible. Et également, derrière vous, on vous a mis à disposition en fait un stand de sensibilisation, si vous souhaitez le découvrir. C'est en fait ce qu'on propose au sein de l'association quand on fait de la sensibilisation dans le cadre scolaire ou pas scolaire auprès des jeunes. Donc voilà, je vous invite à découvrir un peu les jeux de sensibilisation, le type d'aller vers qu'on fait et les discussions qu'on peut proposer. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, on a l'ouvrage de Charline qui est disponible à la sortie. Peut-être que je te laisse juste... J'avais une petite phrase là-dessus, parce que tu nous as quand même fait l'honneur de venir charger de ces beaux bébés, j'ai envie de dire. Juste timing incroyable, c'est la semaine où je sors mes ouvrages qui s'appellent les cahiers d'activité Evars Collège. Voilà, donc comme... alors du coup, il y avait Rosen qui me posait la question, pourquoi ces ouvrages parce que Caroline Moreau-Fauvard, qui a co-présidé la commission des programmes Evars et qui a écrit avec tout un collectif le programme, s'était inspirée de mon premier livre que vous connaissez peut-être, les 120 questions, et elle m'avait demandé l'autorisation, elle m'avait plutôt informé que demandé l'autorisation d'ailleurs, pour du programme, et du coup, les parents et les profs manquant de ressources, l'idée c'était de me demander ce que je pouvais faire pour accélérer la mise en place de ces programmes Evars. Et donc voilà, j'ai écrit avec un collectif d'auteurs, de profs en l'occurrence, mais également des médecins, psychiatres, avocats, juristes. On a écrit un ouvrage collectif pour aider. L'objectif, c'est de permettre le déploiement du programme Evars le plus rapidement possible en offrant une ressource adaptée. Et c'est des activités clés en main à faire avec les élèves. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres également qui vont sortir, qui sont sortis, etc. Et je suis juste contente de participer à accélérer le process parce qu'on en a besoin. Voilà. Merci, excellente fin de soirée à toutes et tous.